Mon David, on va enfin réparer l'erreur qui traîne depuis des années, le fait que tu sois jamais venu sur ma chaîne. Jamais. Honte à moi. Donc je suis très heureux vraiment de te recevoir aujourd'hui. Merci mon Pierre, c'est un honneur. L'honneur est pour moi et pour commencer, j'aimerais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Thalès de Milet. Thalès, on le connaît pour le théorème de Thalès. On pense que c'est un grand mathématicien, mais à l'époque, tu sais, philosophe, mathématicien, scientifique, c'était la même chose. C'était quelqu'un qui pensait. Il habitait à Milet, et Milet, c'était une plaque tournante de la Méditerranée de commerce. Donc il était entouré de commerçants qui se foutaient de sa gueule parce qu'ils disaient, tu sais, toi tu passes ton temps à philosopher et à penser, t'es pas dans le concret, quoi. T'es pas commerçant, ça sert à rien en fait ce que tu fais. Philosophie, ça sert à rien. Et en fait, il a prouvé à tout le monde qu'il était capable aussi de faire du commerce. C'est qu'il a loué tous les pressoirs à olives à une saison donnée, mais il avait la connaissance. Donc il avait un petit peu anticipé le truc. Il s'est dit, cette année, vis-à-vis de la météo que je vois, ça va être une année à olives. Donc il a acheté tous les pressoirs. Pas acheté, il a loué tous les pressoirs. Pour le moment de la saison où on va presser les olives, tous les fabricants d'huile d'olive viennent le voir. Et là, à ce moment, il est sous loup à eux. Et en fait, en une année, il a eu l'argent de la liberté. Il a ce que Taleb appelle l'argent de la liberté, c'est-à-dire, j'ai suffisamment d'argent pour arrêter de travailler et faire ce que j'aime. Moi, j'ai l'impression que t'es arrivé à ce moment-là de ta vie. C'est-à-dire, t'as lancé plein d'entreprises. T'as eu du succès partout. Mais de tes propos, hein, je reprends tes dires, euh, pas épanouissant dans le sens, c'était pas souvent des entreprises dans lesquelles t'étais pleinement aligné avec le message que ça véhiculait, etc. Et arrivé à un moment de ta vie où tu pouvais faire ce que tu voulais. C'est-à-dire, t'es même venu au centre de l'Ormez te former, tu fais des trucs à droite, à gauche, je tente des machins, je me forme, j'apprends des choses. T'as lancé Féroce comme un alignement des planètes entre ce qui m'anime vraiment, ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît et ce qui est utile au monde, ce que je veux léguer à mes enfants, changer la société, révolutionner, changer de paradigme, etc. En cochant toutes les cases, tu vois, qu'on a toujours cherché à cocher dans notre milieu, qui est la promotion d'un système alternatif, en gros. Voilà. Est-ce que ça résume bien ton parcours et où est-ce que t'en es maintenant avec Féroce? Bah déjà, c'est une belle histoire, je suis content de me l'entendre conter. Après, quand on t'écoute, on a l'impression que le parcours a été, tout rose, que j'ai réussi tout ce que j'ai fait et cetera. C'est loin d'être le cas. Comme tous les entrepreneurs, j'ai créé beaucoup, de projets. Je pense qu'un entrepreneur se caractérise, par, cette volonté, de construire, de créer, d'imaginer et de rendre réelles, ses idées. Et elles ont pas toutes été des succès. J'ai eu plein d'échecs aussi, mais effectivement certaines ont été des réussites et m'ont permis, d'avoir, le luxe, de choisir ce à quoi j'ai envie de dédier mon temps. J'ai d'une famille qui a parfois manqué. J'ai vu mes parents se serrer la ceinture, avoir du mal à boucler les fins de mois. Ils m'achetaient des vêtements à Super U et quand je suis arrivé au collège, j'ai été rejeté par, tout le monde. Je me suis senti, très seul. Ça a été un traumatisme assez violent pour moi et je l'ai mis sur le crédit de mon style vestimentaire, qui était pas Hmm. cohérent avec, la façon dont les autres, s'habillaient. J'avais pas de Nike aux pieds. Maintenant avec le recul, je me dis que c'est peut-être les excuses que j'ai trouvées et que simplement j'étais, trop différent pour m'adapter, correctement à ce monde. Quoi qu'il en soit, je me suis vraiment construit avec l'idée que, hem, pour, me sentir en sécurité sociale et en sécurité financière, il fallait que je réussisse. La réussite, sociale et financière était ce qui allait me permettre de me sentir libre, heureux et épanoui. Et donc, j'ai souvent développé des projets par opportunité. Hmm. J'ai été assez fort pour voir ça. Je pense que c'est un caractère, naturel, inhérent à ma personnalité. Je crois qu'on a chacun des zones de génie, charge à chacun de les trouver. Et tu vois, quand j'avais, 12 ans, je suis parti en vacances en Italie, et j'ai ramené, des bébés palmiers. Tu sais, donc les palmiers, c'est assez intéressant, ça fait un arbre et puis après tu as des rejets un peu comme les fraisiers qui partent du tronc. Et donc j'en ai ramené une centaine, de ce voyage-là en Bretagne où j'habitais et puis j'ai été les vendre, dans un vide-grenier, dans un petit village à côté de chez moi. À 15 ans, je faisais des élevages de serpents, de lézards et je revendais les bébés sur internet à une époque où, l'envoi d'animaux vivants, était, pour ainsi dire, inexistant. Et donc une fois, il y a un colis avec des serpents qui s'est retrouvé bloqué, les pompiers qui ont appelé ma maman qui savait pas du tout de quoi il s'agissait. Voilà, donc il y a eu quelques petites histoires, folkloriques comme ça, mais tout ça pour conclure sur le fait que, je crois que c'est quelque chose qui est assez inhérent à ma personnalité. Et
Au bout d'un moment, j'ai atteint une forme d'abondance, même si j'ai mis du temps à réaliser que j'étais vraiment à l'abri. Tu vois, quand tu vis une forme de traumatisme, je crois qu'il faut vraiment du temps pour réaliser cette sensation que, ok, maintenant, ça va aller, j'ai suffisamment d'argent pour vivre. D'ailleurs, de façon assez paradoxale, tu vois, l'argent, comme c'est une notion qui est très théorique, bah, je ressens plus d'abondance dans l'idée d'avoir des poules qui me font des œufs ou d'avoir un potager qui me font des légumes, plutôt que dans la taille de mon compte en banque ou de mon argent placé. Quoi qu'il en soit, sur ma dernière startup, donc je dirigeais une boîte qui faisait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. J'avais des investisseurs, des salariés, et pour autant, au quotidien, je m'apercevais que ce que je faisais tous les jours était à l'opposé de ma vision du monde, de ce que j'avais envie de construire et d'être. Et ce désalignement a pris de plus en plus de place, de plus en plus de poids dans ma vie. J'ai trouvé ça très difficile à vivre, alors même que sur le plan extérieur, par rapport à mes critères de réussite, je cochais toutes les cases qu'il fallait. J'avais une belle maison, j'avais suffisamment d'argent, j'avais une voiture, j'avais une femme, etc. Mais j'étais pas heureux. J'étais pas heureux et je me sentais prisonnier de ma condition. Parce qu'il y avait des gens qui comptaient sur moi, des gens qui m'avaient fait confiance et cette honnêteté a toujours été quelque chose de fondamental dans mes valeurs cardinales. Donc, je me sentais pas la permission de dire: «OK, bah, moi maintenant c'est fini, ça fait 5 ans, 6 ans que je développe cette boîte, maintenant c'est plus mon histoire, je veux m'en aller». Donc, j'ai mis du temps à accepter le fait que j'avais le droit de changer, que j'avais le droit de partir, que j'avais donné suffisamment, que j'avais atteint, ce qu'on attendait de moi. Et encore plus de temps après, une fois que j'ai décidé, à effectuer la transition, à assurer la continuité pour que cette boîte puisse continuer sans moi. Et donc c'est un processus qui a pris 2 ou 3 ans. Avec le recul, je dois dire que je me sentais un peu malheureux. Tu vois, on parle parfois de burn-out. Je crois que le burn-out est plus lié à un manque d'alignement cumulé à beaucoup de travail que simplement à beaucoup de travail. Je travaille énormément avec Pharos. J'y pense tout le temps parce que c'est une boîte qui me passionne et ça occupe toutes mes pensées, même la nuit quand je me réveille. Mais j'ai jamais l'impression de travailler parce que je suis parfaitement aligné avec moi-même. Et pour conclure sur cette longue histoire, c'est un peu comme si tout au long de ma vie, j'avais planté des graines sans vraiment en avoir conscience et qu'elles avaient poussé ci et là et que féroce était l'entremêlement des différentes plantes, des différents arbres qui ont poussé de tout mon parcours. Et en fait, je sais pas si tu as déjà vu le film Slumdog Millionnaire. Oui. Et donc c'est l'histoire d'un petit Indien que rien ne prédisposait à une quelconque éducation et donc à réussir à gagner l'équivalent indien de Qui veut gagner des millions. Et pour autant, il a la réponse à toutes les questions et à la fin, il gagne. Et la question que pose le film, c'est est-ce qu'il a triché ou bien est-ce qu'il est supérieurement intelligent? Et la dernière option, c'était écrit. C'était écrit parce qu'en fait, on découvre au fur et à mesure du film, pardon, que chaque réponse aux questions fait écho à une expérience qu'il a vécue. Et Féroce, c'est un petit peu ça. C'est l'histoire de ma vie, l'histoire de mon parcours. Et c'est pour ça que c'est une boîte qui est différente des autres. Déjà parce qu'elle a une mission, parce que j'ai l'impression qu'elle est utile, qu'elle répond à un problème de société, mais aussi parce qu'elle est profondément intriquée dans mon histoire de vie. C'est un petit peu moi, tu vois, c'est un petit Mmh. peu ma personnalité. Tant vis-à-vis de mes croyances, etc., que vis-à-vis de ce virage à 180 degrés que j'ai fait, où pendant 2 décennies, j'ai eu une hygiène de vie absolument déplorable, avec des excès d'alcool, de drogue, une vie complètement sédentaire sans aucun sport, une alimentation déplorable. Et pour autant, j'avais l'impression de vivre correctement. J'avais pas l'impression, à ce point-là, de sous-exploiter mon potentiel. Et puis, petit à petit, j'ai changé les lunettes avec lesquelles je regardais le monde. J'ai découvert une nouvelle façon de vivre et maintenant, je me réveille chaque matin rempli d'énergie et de vitalité, pour me dédier à des projets porteurs de sens, passer du temps de qualité avec ceux que j'aime, faire du sport et me lancer dans des défis sportifs qui m'animent et qui élargissent aussi d'ailleurs ma vision du monde. Et finalement, avec Féroce, on essaie de transformer l'alimentation et l'agriculture en France. Mais la véritable promesse derrière ça, c'est d'inspirer les hommes à vivre une vie pleine et intense. Et pleine et intense, ça veut pas dire plus de performance. Ça veut dire des émotions véritables. Parce que j'ai l'impression que lorsque notre vitalité est diminuée et amoindrie, eh bien, on va beaucoup plus volontiers se diriger vers des plaisirs jetables.
Tout simplement parce qu'on n'a pas l'énergie, la force et la motivation de faire les efforts nécessaires à vivre des vrais moments. Ces vrais moments, ça peut être, on en parlait tout à l'heure, ce pique-nique que j'ai fait en haut d'une montagne avec mes 2 filles, de 5 ans et 2 ans et demi. J'avais pris, 2 entrecôtes féroces, une grille, et puis on a cueilli, des mûres et des feuilles d'ortie, qu'on a fait, cuire avec un petit feu qu'on a fait grâce à des brindilles qu'on avait, cueillies ramassées sur le chemin. Et puis on a fait griller notre entrecôte, on a fait une petite, soupe de d'ortie et les mûres en dessert. On s'est régalé, on a vécu un moment incroyable qui va rester gravé à jamais dans ma mémoire. Et je crois que, la véritable richesse en réalité, réside dans les souvenirs, qu'on vit, et c'est la série Netflix qu'on va regarder ou le scroll sur TikTok, ils nous apportent une satisfaction sur le moment. Ils sont très accessibles parce qu'ils demandent aucun effort, mais 3 mois après, tu l'oublies. Sauf, certains comme, ce film que je mentionnais, Slumdog Millionnaire que j'ai vu, il y a peut-être, une décennie et pour autant je m'en souviens très bien parce qu'il m'a marqué. Mais la plupart du temps, les contenus comme ça, qu'on consomme, facilement, nous apportent pas grand-chose et nous font pas grandir en tant qu'hommes. Et donc je crois que, une, bonne nutrition, c'est pas le seul élément bien évidemment et tu es le premier à le promouvoir, à refuser justement ce réductionnisme qui laisse à penser que, axer, son développement personnel ou sa vitalité sur un seul élément, pourrait, solutionner tous les problèmes qu'on peut avoir. Mais, je crois que ça participe justement à donner à notre corps, tous les, toutes les molécules nécessaires, à l'expression de son plein potentiel et son plein potentiel, c'est encore une fois pas quelque chose qui est lié à la performance, à la réussite, professionnelle, sportive, financière ou sociale, mais au fait d'avoir suffisamment d'énergie pour, se dédier à des choses qui nous font vibrer et développer une vie, pleine de couleurs. Ils sont beaux ces mots, comme toujours. Finalement, tu nous fais l'éloge du temps long, de l'effort, du chemin. Hein. Tu as dit tout à l'heure, il y a le TikTok, etc. Et les plaisirs jetables, j'aime beaucoup cette expression. On les retrouve partout autour de nous, ils sont partout, absolument prépondérants. Il faut presque maintenant inventer des stratagèmes intellectuels pour ne pas tomber dedans trop vite, pour se mettre des barrières, un petit peu de friction pour pas ouvrir son téléphone et pas aller vers la diversion, sinon c'est open bar absolument tout le temps. Quel regard tu portes justement sur, non pas, les réseaux sociaux et cet accès au divertissement immédiat, jetable, plaisir jetable, mais justement au savoir jetable? C'est-à-dire l'intelligence artificielle qu'on a maintenant et les discussions avec les chatbots. Parce que l'acquisition du savoir, l'accès, pas l'acquisition, mais l'accès au savoir est justement sans friction. C'est-à-dire c'est immédiat, sans temps de marche jusqu'à une bibliothèque, même pas un temps de j'ouvre un livre et je cherche le bon chapitre, c'est tout de suite là. Et c'est un peu comme si je te parachute avec tes filles dans le pique-nique, dans la zone de pique-nique, sans que tu aies eu le temps de marcher pour recueillir les brindilles, sans que tu aies eu le temps d'avoir une conversation avec tes filles, de l'annoncer la veille, qu'on se fasse une idée de la chose, qu'elle te pose 1001 questions. T'es parachuté au moment du pique-nique et on fait griller l'entrecôte et même on mange l'entrecôte déjà, c'est dans ta bouche. Je prémâche un petit peu mon avis, donc tu as compris où je veux t'emmener, mais quel regard toi tu portes sur justement l'accélération qu'il y a actuellement de l'IA et de l'accès au savoir et à l'information? J'ai une question, j'ai une réponse comme ça. Et l'absence de cheminement. Hem, j'ai, fondé pas mal d'entreprises dans la technologie et donc passé, le plus clair de mes journées, derrière un ordinateur. Et puis, un jour, j'ai, eu la chance d'acheter une maison et dans laquelle, j'avais un grand jardin et où j'ai pu faire pousser, pour la première fois de ma vie des tomates. Faire pousser une tomate, ça a été une expérience absolument transformatrice pour moi. Déjà parce que j'ai remis les mains dans la terre et que ça m'a fait beaucoup de bien, mais aussi parce que tu parles de temps long, ça m'a vraiment appris, la valeur, du chemin. C'est-à-dire que tu plantes ta graine de tomate, ensuite, tu dois attendre patiemment que tu aies une petite germe qui démarre et puis, ça marche pas forcément à tous les coups donc sur 10 graines que tu vas avoir lancées, il y en a peut-être que 4 qui vont pousser. Puis tu as ton joli petit plant de tomate, alors t'en prends soin parce que déjà tu as perdu la moitié de tes plants de tomates qui avaient démarré, donc t'as pas envie de perdre les peu qui te restent, tu vois? Donc t'en prends soin et cetera. Alors, par malheur, si tu as des poules et puis, que tu les as mal enfermées dans leur poulailler, et qu'elles décident, d'aller éclater, ton carré potager, bah, tu pleures. Mais bon, si on laisse de côté, ce type, d'attaque, particulièrement chaotique, ton plant de tomate va pousser et puis, grâce aux rayons du soleil, au bout d'un moment, tu vas avoir de jolies petites fleurs jaunes et puis une tomate verte et le processus est toujours pas abouti, mais déjà là, tu dis: «Waouh!
il y a une tomate qui arrive, je suis trop content, quoi. Donc, tu as déjà une forme de plaisir parce que tu peux te projeter sur le moment où tu vas pouvoir goûter ta tomate. Et puis, tu dois encore attendre quelques semaines pour qu'elle rougisse sous les rayons du soleil. Et quand enfin tu vas la récolter, c'est pas juste une tomate. C'est une tomate dont tu es convaincu qu'elle va avoir un goût absolument incroyable, dont tu es certain que la densité nutritionnelle est hors norme parce qu'elle a poussé dans ton jardin. Alors, c'est absolument pas rationnel, mais c'est quelque chose qui est profondément engrammé dans tes croyances. C'est une tomate que tu vas, qui est précieuse parce qu'elle est le fruit justement d'un temps long. Donc, tu vas la savourer, en savourer chaque parfum, chaque texture, etc. Si tu la laisses tomber par terre alors qu'elle était coupée en deux et que elle commence à frotter un petit peu avec les poussières du sol, tu vas surtout pas lâcher à la poubelle, tu vas la manger quand même. Clair. Et au-delà de ça, tu seras même heureux de la partager avec des gens. Tu seras content de la faire goûter ta tomate et de raconter toute l'histoire de comment elle a poussé et d'où est-ce qu'elle vient cette tomate. Donc tu vois qu'au final, une simple tomate, il y a toute une histoire de cheminement personnel, une histoire de projection dans l'avenir, une histoire de relation avec le vivant, que ce soit une relation émotionnelle par rapport au goût. On a partagé un super repas ce midi, on a mangé des riz de veau incroyables et on s'est régalé. Et c'est important aussi de vivre des expériences culinaires, mais c'est aussi une histoire de partage, de moments avec les autres. Aujourd'hui, on a tendance à manger de façon distraite derrière un ordinateur en regardant la télé. Par exemple, mes parents, le soir, ils mangeaient systématiquement avec le journal de TF1 Ouais. allumé à la télé, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je fais jamais. Le soir, c'est un moment sacré. On dîne systématiquement avec ma femme et mes filles. Le téléphone est interdit et on profite de ce moment pour raconter notre journée, voilà. Et c'est un vrai beau moment et c'est important, tu vois. C'est important et c'est le genre de choses qu'on a tendance à perdre, j'ai l'impression. Donc, cette introduction pour parler de l'IA et donc déjà en nous apportant la réponse directe sans même parler de ce risque de dire que, tu vois, en préparation physique, on dit tout, ou dans la nature, on dit que tout ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Donc, le risque de perdre notre intelligence. D'ailleurs, je pourrais évoquer cette étude qui a été menée sur les taxis londoniens qui, en devant mémoriser toutes les rues de leur parcours, ont une hypertrophie de l'hypothalamus. Lorsqu'ils partaient à la retraite, eh bien, l'hypothalamus a retrouvé une taille normale. Donc, ça montre bien que les fonctions que tu utilises et que tu renforces deviennent de plus en plus puissantes, de la même façon qu'un muscle que tu testes et que tu challenges va devenir de plus en plus gros. Eh bien, il en va de même pour l'intelligence et le cerveau. Donc, plus on devient feignant intellectuellement parlant, plus le risque est grand d'appauvrir la qualité de notre pensée et notre intelligence. Mais au-delà de ça, le processus, il nous donne aussi la valeur des choses, la valeur de notre connaissance. Si c'est juste quelque chose qu'on lit, d'ailleurs, tiens, je partage une autre étude que j'ai trouvée intéressante. Euh, euh, C'était des gens à qui on avait fait, qui avaient joué à Trivial Pursuit. Et donc, ceux qui avaient joué à Trivial Pursuit et ils ont eu les réponses après. Il y en a pour qui on a dit que les réponses étaient sauvegardées dans l'ordinateur et d'autres dont on a dit que les réponses allaient être effacées. Hmm. Et bien, et après, ils leur ont fait faire d'autres tâches et ils leur ont fait rejouer aux mêmes questions. Ceux qui pensaient que les réponses étaient enregistrées dans l'ordinateur ont presque pas amélioré la qualité de leurs réponses, tandis que les autres ont quasiment doublé la qualité des bonnes réponses. Donc, il y a vraiment cette logique liée à la valeur de l'information. Et la valeur de l'information, elle est liée au fait qu'elle soit précieuse, qu'il y ait eu tout un chemin, un effort pour l'obtenir. De la même façon que quand tu réussis un exploit sportif ou que tu arrives à avoir des beaux muscles comme les tiens, t'en es fier. Et donc, je crois qu'ils sont engrammés de façon beaucoup plus durable que s'ils ont poussé grâce à des produits dopants qui, dès que tu les arrêtes, font une perte musculaire. Donc voilà, donc je pense que ça modifie déjà notre rapport même à l'information, à la qualité de l'information, au plaisir de savoir et d'apprendre des choses. Et puis après, il y a aussi un autre élément qui est lié à la sérendipité, le hasard. C'est que le chemin de vie, il est chaotique par essence. J'ai évoqué l'aspect alimentaire, alimentation. J'ai testé plein de régimes par curiosité, plein de modes alimentaires, etc., plein de différents aliments. Et parfois, j'étais convaincu de faire les bons choix parce que j'avais lu plein de choses d'un point de vue théorique sur le fait que c'était super. Les légumineuses, par exemple, tout le monde dit que c'est incroyable pour la santé, qu'il faudrait en manger telle quantité par semaine. Et puis, j'ai lu plein d'études sur le sujet, des livres, et même parlé avec des gens qui me semblaient crédibles et qui m'ont dit que c'était très bon pour la santé. Et pour autant,
force est de constater que lorsque j'ai essayé d'être végétarien, ça m'allait absolument pas. J'étais souvent ballonné, avec une énergie moins importante, une moins bonne récupération, des selles plutôt molles, des flatulences le soir. Mais je m'accrochais à mon dogme parce que je m'étais tellement convaincu que c'était bon pour la santé que pendant 9 mois, j'ai continué à faire la même erreur jour après jour, en refusant tous les symptômes fonctionnels qui montraient que c'était juste pas adapté à moi, tu vois? Et donc, quelque part, ce parcours hasardeux, naturellement, bah, petit à petit, par empirisme, il te permet de découvrir des choses qui sont, mieux adaptées ou meilleures pour toi. Et petit à petit, tu trouves une forme d'alignement. On parlait d'alignement professionnel, j'évoquais les zones de génie qui me sont si chères. Aujourd'hui, si je me sens si heureux à tout niveau, je me sens plus productif, plus créatif, plus sportif, plus fort, en meilleure santé, je récupère mieux et cetera. Mais surtout, moi qui ai eu un fond peut-être dépressif toute une partie de ma vie, je ressens plus cette espèce de mal-être. J'avais toujours vu ma vie comme, un chemin de montagne caillouteux et difficile et maintenant j'ai l'impression de nager dans un lac fluide et ça, c'est le fruit d'un équilibre qui est multifactoriel, qui est lié à des habitudes, à un changement de mindset, à mon alimentation, à la qualité de mon sommeil, au fait d'avoir des filles, une femme, un boulot qui me passionne, une curiosité, que je nourris et cetera. Et hem et en fait, tout ça, c'est un ensemble de petites briques. C'est pas un mur qui s'est fait du jour au lendemain et puis paf, j'ai trouvé la recette qui me permettait d'y arriver. C'est que j'ai testé plein de choses. Par exemple, la méthode Wim Hof et ça m'a appris, certaines choses et puis j'ai récupéré une brique de ça. Et puis tu commences toujours par une vision un peu dogmatique des choses, parce que ça réduit, la friction, en fait, on a besoin d'un tout qui fait sens et pour sticker à une habitude, il faut qu'elle soit, entière, tu vois? Il faut qu'on y croie et qu'on y adhère totalement. Si on fait directement rentrer dans le modèle une phase d'incertitude, ça va être difficile d'être suffisamment discipliné pour la suivre. Donc on commence de façon dogmatique, on teste, on expérimente et puis après, on a plus de lâcher prise, on garde ce qui nous va, on laisse le reste et puis petit à petit comme ça on progresse et on crée sa propre recette. Et finalement, moi qui pendant toute une partie de ma vie ai eu l'impression d'être inadapté au monde, et bien plutôt que de changer ma personnalité, ce qui a été, difficile et où je me disais: «Bah, je dois changer, résoudre mes défauts, régler mes traumas, machin et cetera». Bah, j'ai plutôt changé mon environnement et aujourd'hui, j'ai un environnement qui est fitness avec qui je suis. Ça veut pas dire qu'il y a pas des petits défauts que j'essaie de gommer et cetera. On doit quand même faire des compromis, évidemment, mais c'est différent et tu vois, par exemple, sur le plan amical, heu, tu fais partie de mes meilleurs amis, Pierre. Bah, tu as changé mon rapport à l'amitié, parce que avec toi, je me sens inspiré et je me sens, accepté, sans avoir besoin de jouer un rôle ou d'être quelqu'un de différent. Donc voilà, donc ce côté sérendipité, je crois que, l'IA, elle nous fait perdre cette capacité à être étonné, à découvrir de nouvelles choses alors que c'était pas ce qu'on cherchait initialement. Mais pourtant, c'est tous ces petits détails, toutes ces petites singularités dans notre parcours, dans notre chemin, qui petit à petit nous mènent à grandir et à devenir la personne qu'on est censé être. Et pour autant, je crois qu'elle nous apporte plein de choses, fascinantes. Je ne peux être que ébloui, et impressionné par les capacités prodigieuses d'invention de l'espèce humaine, que ce soit, de créer des vaisseaux spatiaux qui nous permettent d'aller, sur les étoiles ou, l'intelligence artificielle qui est quand même capable de choses absolument incroyables. Elle accélère absolument tout. Je crois que c'est quand même important de se poser la question de, est-ce que, heu ça nous permet réellement d'améliorer notre impact, ou de gagner du temps, ou bien si c'est un artefact et qu'on l'utilise parce que c'est à la mode et qu'on essaie d'en mettre partout parce que tout le monde fait ça partout et qu'il y a une espèce de FOMO autour de ça. Mmh. Et donc moi, je l'utilise principalement, pour, de l'analyse de données, pour, de la recherche d'informations, hem, en mode, un peu big picture overview. Mais après, je vais toujours avoir le même, processus. C'est-à-dire que quand je m'intéresse à un sujet, heu, notamment lié à un problème que j'essaie de résoudre, déjà ce problème, je vais le décortiquer pour essayer de comprendre quelle est la cause racine, pour ne pas régler un symptôme, mais plutôt la cause profonde qui, en la solutionnant, va développer un nouvel asset, que ce soit dans ma vie ou pour mon entreprise, qui la rendra plus forte demain. Et je pense que c'est la multiplicité de ces assets qui te rend plus fort individuellement ou qui rend ton entreprise plus puissante et crée des avantages concurrentiels durables. Donc d'abord, j'identifie le problème. Ensuite, je me nourris de connaissances et là, sans chercher de finalité. Je vais pas essayer de résoudre le problème parce que sinon, je leur donne déjà une direction Ouais. et cette direction est déjà un biais de focalisation. Donc je vais écouter des podcasts, je vais lire des livres, je vais peut-être parler avec ChatGPT. Mais tu vois, l'IA est multifactorielle, elle rentre dans cette
masse d'informations d'ensemble et surtout je vais parler avec des gens. Je vais parler avec des gens variés. Tu vois, quand j'étais avec Féroce, je suis pas du tout issu du monde de l'agriculture. J'ai poussé la porte de lycée agricole, j'ai été rencontrer des éleveurs, j'ai parlé avec des agronomes, avec des écologistes, avec des médecins, avec des scientifiques. Enfin, j'ai parlé avec plein de gens différents pour essayer de comprendre le sujet sans tout de suite vouloir leur donner une finalité, tu vois. Et après, je vais courir. Et la course, elle permet à mon cerveau de faire des liens, donc le trail, de faire des liens entre plein de concepts. Donc, c'est un peu comme quand on mange, on ingère des aliments et puis après, il faut du temps pour les digérer, les assimiler. Bah là, je me suis nourri de plein d'informations et la course, en fait, c'est ma digestion. Et souvent, à ces moments-là, mon cerveau, il fait des liens, il relie les points. Et là, la solution, elle me semble évidente. J'ai une vision claire de mon problème, de la marche à suivre et après, j'ai plus qu'à appliquer et à exécuter. Et malgré tout, tu vois, je reviens avec cette idée, cette vision claire des choses à faire. Et puis, je crois que ce qui caractérise un entrepreneur, c'est une forme d'optimisme et d'enthousiasme, un côté rêveur qui pense que tout est possible. Et donc, ça crée des convictions fortes. Et ces convictions fortes sont hyper importantes parce que c'est ça qui te donne l'énergie et la résilience, la robustesse, la force de traverser, de surmonter toutes les embûches qui vont se dresser sur ton passage. Mais d'un autre côté, elle est dangereuse aussi parce que ça peut te rendre borné, obstiné et te faire poursuivre dans une direction qui parfois est pas la bonne. Et donc, ChatGPT me sert surtout à challenger mes propres convictions, à me protéger de mon biais de confirmation. Tu vois, si je parle avec plusieurs scientifiques, que j'ai plusieurs études sur le régime cétogène, par exemple, et je trouve qu'ils ont des super arguments. D'un point de vue physiologique, ça fait sens. D'un point de vue évolutionniste, ça fait sens. Vis-à-vis des principes du vivant, ça me semble faire sens. Donc là, je me dis, OK, c'est ça la vérité. Mais se dire que c'est la vérité, pour moi, c'est le plus grand danger parce que le propre de la posture scientifique, c'est d'émettre des hypothèses, de toujours douter pour les tester et continuer à apprendre. Et donc, croire qu'on a trouvé une forme de vérité, c'est transformer un mindset de croissance en un esprit fixe, un esprit qui est incapable d'évoluer. Et pour illustrer ça, dans ma précédente boîte, j'ai recruté beaucoup de développeurs. Il y en avait qui sortaient d'écoles, de grandes écoles de tech, de développement, etc. Et d'autres qui étaient autodidactes. Ceux qui sortaient des grandes écoles, quand je leur soumettais un problème, ils étaient généralement plus efficaces que les autodidactes pour le résoudre. C'est-à-dire qu'ils allaient plus vite à coder, leur code il était plus propre, il y avait moins besoin d'être supervisé. Mais lorsque je leur soumettais un problème qu'ils considéraient comme en dehors de leur zone de compétence, plutôt que de se dire que c'est parce qu'ils n'avaient pas suffisamment cherché, qu'ils s'étaient pas suffisamment remis en question, qu'ils n'avaient pas trouvé la bonne solution, ils partaient du principe que c'était impossible. Parce qu'ils pensaient avoir le savoir et que si ça sortait du savoir, c'est que c'était pas possible. Tandis que l'autodidacte, il pense que c'est lui le problème. Il pense que c'est lui le problème parce qu'il a une espèce de petit syndrome de l'imposteur latent, étant donné qu'il n'a pas fait d'études et que de toute façon, il a toujours été habitué au fait que s'il ne savait pas faire quelque chose, c'est parce qu'il n'avait pas encore acquis la connaissance, donc il devait l'apprendre. Et donc lui, il a un état d'esprit de croissance. Et cet état d'esprit de croissance a fait que lorsque je leur soumettais le même problème, eh bien, ils arrivaient à le résoudre là où ceux qui avaient un parcours scolaire plus classique se sentaient limités. Et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans le monde de la médecine, malheureusement, parce que après avoir fait 8 ans ou 10 ans d'études, ils ont non seulement la croyance de tout savoir, mais en plus l'ego lié à la quantité de travail et d'informations qu'ils ont dû engranger. Et donc, un autre de mes meilleurs amis, Jean-Baptiste Bourgeois, est médecin urgentiste, médecin du sport, il le constate tous les jours. Et donc, cette capacité de remise en question, de douter sur ce qu'on voit et sur ce qu'on fait, c'est une posture qui est essentielle à la progression, à la croissance, à l'évolution, à la grandeur humaine. Et je crois que c'est peut-être là à la fois le risque et en même temps le principal avantage de l'intelligence artificielle. Le risque parce que elle nous donne directement la réponse et donc elle nous évite de douter, mais aussi euh, l'une de ses meilleures utilisations parce qu'elle nous permet de douter de nous-mêmes, de nos propres croyances. Et donc, que ce soit une idée liée à la santé, à une étude que j'ai lue, ou bien à des convictions entrepreneuriales, de choses que j'ai envie de faire, eh bien, je demande souvent à ChatGPT de montrer les angles morts, de se faire l'avocat du diable, de démonter mes arguments. Et lorsque je décide quand même d'y aller, de continuer à défendre cette croyance et cette conviction, eh bien, je sais exactement pourquoi j'y vais, je sais quels sont les risques, les dangers, les choses que j'aurais voulu laisser sous silence parce que c'était inconfortable. Merci pour cette réponse. J'en attendais pas moins de toi. Tu mets Voilà, chacune de mes réponses fait un podcast. Oui, je sais. Je suis au courant. Hein, je te connais. Même ton témoin de mariage, tu sais. Ouais. Merci et je te renvoie évidemment
Tu sais, quand j'ai créé le groupe des Nakama, c'était justement cette sérendipité, ce côté flânerie, rencontre imprévue. Toi qui es venu m'interviewer chez moi à Villeneuve la première fois, nos échanges par la suite, qui a rendu évidente la décision de faire de vous mes amis. Parce que je les avais pas ces amis avant, mais que ce soit Slim, Steve, Jérémy, JB, que tu as dit, je vais devoir dire tout le monde maintenant. David, Nicolas, Julius, bref, voilà, ils y sont tous. C'est important de choyer ça et on les avait pas prémédités. On s'est pas dit un jour j'aurai tel ami qui sera comme ça, etc. C'est venu par la suite. Par contre, il y a un point qui est très important, c'est nous ne cesserons jamais de questionner le monde. On l'échantillonne. On a toujours besoin de faire ça sur le monde, de frotter. Pour ceux qui écoutent au sonore, je frotte ma main sur le siège, savoir quelle texture a le monde, l'échantillonner. On l'échantillonne sans arrêt. On a besoin d'être des chercheurs comme ça. Et ce que tu viens de révéler comme posture de l'entrepreneur, c'est une masterclass sur devenez des chercheurs. Doutez tout le temps. La méthode scientifique, elle est hyper intéressante. La méthode ingénieuse aussi des ingénieurs est fabuleuse. Mais ayez une méthode tout en gardant toujours à l'esprit qu'elle n'est pas parfaite. Voyez des angles morts et tu mets encore une fois la lumière sur quelque chose qui est très important. C'est je suis le premier à émettre des... En fait, c'est pas des critiques, mais c'est des mises en garde par rapport à l'intelligence artificielle qui est tel un nouvel outil qui vient d'être mis entre les mains de l'humanité. Attention aux réponses trop rapides et au fait qu'elle enlève le cheminement, comme on l'a pu le dire, etc., comme tu l'as prouvé par ton parcours. Mais il y a un bon côté, c'est sans doute la plupart de l'humanité l'a pas encore réalisé, en tout cas j'ai entendu personne le formuler ainsi, sauf Ido Portal. C'est-à-dire qu'il y a un truc bien avec l'intelligence artificielle, c'est que ça met la lumière sur la manière que l'on a de formuler les questions. Parce que selon ça va dépendre la réponse, selon la forme de ton prompt. Il faut être bon à formuler les questions. Et ça, c'est une leçon de vie. C'est-à-dire, la réponse que vous allez recevoir, si vous êtes un médecin qui a eu 8 années, 10 ans de formation en tant que médecine, vous allez poser des questions en tant que médecin. Si vous êtes des ingénieurs informaticiens et pas des autodidactes, vous allez questionner un problème que tu leur soumets selon le parcours que vous avez. Parce que vous questionnez d'une certaine manière. Changez la forme de la question pour voir. Utilisez le questionnement d'un enfant, ce que faisait souvent Einstein. Pour la relativité restreinte et générale, il se posait des questions d'enfant. Qu'est-ce que ça me ferait si j'étais un photon à cheval sur un autre photon? Puisque la vitesse de la lumière est finie, constante et maximale à 300 000 km par seconde dans le vide, si je suis un photon sur un autre photon et que j'émets moi-même de la lumière, est-ce que la vitesse de la lumière que j'émets va être ajoutée et arriver à 600 000? Ben non, c'est pas possible, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière. Il se posait des questions d'enfant. Mais pour ça, ça demande justement de se questionner sur la manière que l'on a de poser des questions, en tant que telle. Donc ma question suivante, c'est quoi la question que tu te poses le plus souvent, tous les jours? La question que je me pose le plus souvent à moi-même, écoute, c'est une bonne question. Ça sera d'ordre. Honnêtement, Ça, c'est celle-là. honnêtement, tu me poses une colle. C'est marrant parce que je considère que l'un de mes super pouvoirs d'entrepreneur, c'est justement de poser des questions. Donc je pose Voilà. beaucoup de questions aux autres. Mais est-ce que je me pose des questions à moi-même? En tout cas, de façon dirigée, aussi objective que ça. Quand j'étais plus jeune, forcément, tu vois, j'avais une forme d'introspection qui était beaucoup plus importante parce que je crois que dans le parcours de vie, lorsqu'on est, on est des éponges et donc on va observer nos parents et donc on va reproduire des schémas qu'on voit chez eux. Et puis après, ces modèles vont se diversifier de plus en plus. Ça va être nos amis à l'école, ça va être les parents de nos amis, ça va être nos professeurs. Et quand on est à 18-20 ans, en fait, on a une pluralité de masques différents, de personnalités qu'on peut jouer. Et puis, on va un peu toutes les tester. C'est pour ça qu'on multiplie les expériences et les relations, mais de faible profondeur. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que finalement, on s'est rencontrés et qu'on a construit notre groupe beaucoup plus tard, à la trentaine, parce que je crois que la phase suivante, c'est après avoir testé toutes ces personnalités, tous ces modèles, on sait beaucoup plus quelle est notre nature profonde, qu'est-ce qui résonne avec nous, qui on a envie d'être, quelles sont nos valeurs et quel environnement on a envie de construire. Et donc, on peut choisir plutôt que de subir entre guillemets qui on est. Et donc sur cette phase de transition, j'ai fait beaucoup plus d'introspection. Je me suis posé beaucoup de questions, d'autant plus que, comme je te le disais, je ressentais une forme de mal-être et j'essayais de comprendre aussi pourquoi. Et c'est peut-être
curieux, mais je pense qu'aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure avec ma métaphore du lac, les choses sont fluides et donc je ressens plus besoin parce que je me sens naturellement bien aligné, comme si la bonne direction, elle s'imposait naturellement à moi, tu vois? Comme si aujourd'hui, je pouvais faire confiance à mon intuition parce que elle m'amène toujours dans la bonne direction. Et mon esprit cartésien, par le passé, voyait peut-être l'intuition comme une espèce de réflexe archaïque, un reliquat de notre nature animale et inférieur à l'intelligence en elle-même et au cortex préfrontal qui est capable d'une pensée analytique et complexe en arborescence. J'ai complètement changé ma vision de l'intuition. Je crois qu'au contraire, c'est une espèce et donc le parallèle avec l'IA est assez frappant. C'est notre ChatGPT interne. En fait, elle a accès aux milliards de données qui ont composé notre vie, donc notre expérience et les discussions qu'on a pu avoir avec des gens, les formations qu'on a eues, les livres qu'on a lus, les expériences qu'on a vécues, les pensées qui nous ont nourris, même les rêves qu'on fait la nuit et dont on se souvient pas forcément. Et d'ailleurs, on essaie d'avoir toujours un contrôle sur l'information, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens quand ils lisent des livres, qui prennent des notes, qui après les organisent dans des cerveaux numériques pour potentiellement les faire parler, retrouver ces informations, etc. Moi, je le fais pas, je prends pas de notes, en tout cas pas quand je lis des livres, et parce que je crois que Heu, même si j'ai l'impression de m'en souvenir que de 10%, en fait, les 90% font partie Bien sûr. de ma mémoire. Et lorsque, elle fera sens dans un contexte et dans un environnement donné, cette super bibliothécaire qui est mon intuition arrivera à faire des liens. Je te parlais des liens tout à l'heure qui se faisaient dans mon cerveau, face à un problème donné quand j'allais courir. Eh bien, je vais peut-être parfois aller rechercher une information. Je me dis: «Ah! Dans la formation du centre de l'Hormèse, Mmh. il y a ce truc-là, je pensais même pas l'avoir appris, mais là, c'est la clé qui, reliée à tel point et tel point, m'apporte la solution. Et, et d'ailleurs, tu vois, je reprends cette étude où au final, quand tu penses que le truc est noté, tu as une moins bonne rétention. Bah, le fait de savoir que j'ai lu le livre qu'une seule fois, que j'ai pas de contrôle sur cette information, je crois que ça oblige aussi d'une certaine façon ma mémoire à le garder dans un coin de Bien sa sûr. tête parce que s'il a besoin de le réutiliser, eh bien, il faut que ce soit là quelque part. Et donc l'intuition, bien loin d'être un reliquat, comme je le pensais précédemment, d'une intelligence inférieure, c'est vraiment ce ChatGPT qui répond à des questions que tu as parfois même pas encore posées et t'apporte la réponse et qui est fondée sur toute ton histoire. Et après, c'est sur la base de ce que ton intuition va avoir porté à ta conscience que là, tu vas pouvoir réfléchir et que tu vas utiliser ta pensée plus analytique. Mais en fait, le présupposé de ça, la base et la matière première, c'est cette intuition. Et donc, je disais, l'intuition, elle répond à des questions que tu poses, mais aussi à des questions parfois que tu n'as pas posées. Et donc, je crois que euh, aujourd'hui, dans ma vie, les questions que je pourrais me poser à moi-même, bah, en fait, j'ai plus besoin de me les poser parce que mon intuition y répond déjà. Mmh. C'est très juste et on le sait très bien au niveau, de sciences cognitives. On appelle ça intelligence, explicite et implicite. Ce qui est explicite, c'est verbalisé ou, comme tu as dit tout à l'heure, par le raisonnement, cortex préfrontal, tu sais y réfléchir, quoi. Mais on est beaucoup plus intelligent, infiniment plus intelligent dans l'action. C'est-à-dire là, on sait exactement à quel moment, si je me rapproche, je vais rentrer dans ton espace, vital. C'est-à-dire à quel moment ça va être malaisant. Tu vas te dire: «Mais Ouais, il va m'embrasser ou quoi?» Tu vois? Ce ouais, truc-là, ouais. tu saurais le dire au millimètre près. Mais avec les mots, tu vas pas me dire: «C'est 52 cm,5». Pas vrai. La température ambiante, la sensation de frottement, tout ça, là, on a des informations captées de l'environnement qui dépassent, des échelles de grandeur, des puissances 25, ce que l'on pourrait décrire avec des mots. Donc en fait, nous, on est beaucoup plus intelligents dans l'action. C'est ce que dit tout le temps Taleb dans Antifragile. C'est que vous essayez de résumer la prise de choix et de décision de l'être humain par, des analyses. Mais vous rigolez ou quoi? Le choix, il est fait émotionnellement, il est fait intuitivement. Il est fait par cette intelligence-là qui est beaucoup plus forte et moi j'avais adoré cette étude où, ils essayaient de voir, si véritablement il y avait une forme de connexion extrasensorielle, donc en dehors des sens carrément, chez l'être humain, où, ils faisaient rentrer des gens dans un studio comme ça fermé, mais avec une vitre sans teint et ils disaient, «Quand vous sentez, vous avez l'impression d'être observé, appuyez sur un bouton». OK? Donc les gens, Ouais. tu vois personne, tu vois? Mais si tu as l'impression, la sensation d'être observé, tu appuies sur un bouton. Parce qu'il y OK. a plein de gens qui te disent: «Tu sais, moi je suis dans la rue, je sais quand on m'observe. Je me retourne et je vois que la personne me regarde». Tu sais, il y a plein de gens qui Ouais. disent ça, tu vois? Bon. Donc ils ont voulu, tester ça
Et en fait, ils font l'expérience une première fois. Donc en fait, derrière la vitre Santin, ils font passer des gens. Et la personne appuie sur un bouton au moment où elle sent elle est observée. Et ils se sont rendus compte, merde, on a fait passer 1000 personnes ou je sais plus le nom, mais ça match plutôt bien. C'est-à-dire, c'est relativement pas mal, tu vois. Et quand même, ils ont refait l'expérience plus tard en changeant le pattern. C'est-à-dire quand est-ce que les gens passent derrière la vitre et observent vraiment la personne. Et là, ça matchait plus du tout. Pourquoi ? Parce que la première fois, ils faisaient passer les gens à rythme régulier. C'est-à-dire que quand il appuie sur un bouton, la personne, elle sait, ah oui, oui, vous êtes en train d'être observé. Tu vois, si elle répond bien, si elle répond juste. Ok. Ah non, là, il y a personne qui vous observe, tu vois, elle le sait. Et le cerveau, en fait, commence à voir s'il n'y a pas Avoir un des motif. régularités. Ouais. Et oui, il prend un motif, il prend un pattern. Donc en fait, la personne ne savait pas, je dis, ah ouais, j'ai un super pouvoir. Non, 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 c'est que ton cerveau est déjà le super pouvoir. Ton cerveau est en train de cartographier l'univers qui t'entoure. Et là, il y a un truc, c'est soit tu adhères, tu sais pas ça, et tu adhères au super pouvoir et l'être humain est magique, nous sommes capables de choses magiques, soit non, tu as compris qu'en fait, tu es complètement entrelacé dans ton environnement. Et ça, c'est un changement de vue, de paradigme, parce que sinon, tu tombes très vite dans l'ésotérisme et tu tombes amoureux du discours romantique on est capable de super pouvoirs. En fait, il y a juste à étudier la chose d'une manière détachée, de faire des pas de recul et d'être rigoureux en fait dans la manière qu'on a de formuler les choses, et on se rendra compte que en fait on est déjà équipé, super bien équipé. Mais attention là où on place le point d'attention. Vous pensez que c'est le raisonnement, l'intelligence, etc. Vous êtes vraiment sûr? Et voilà, par rapport à l'intuition et l'intelligence implicite versus explicite, je pense que c'est très très vrai. J'aimerais qu'on switch de conversation et qu'on parle justement plus pertinemment maintenant de Féroce. La dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble, c'était pour le Nakamakast qu'on co-anime avec Jérémy. C'était il y a plus d'1 an, hein, maintenant déjà. 1 an et demi, je dirais. Quel chemin parcouru. La boîte, tu l'as menée d'une main de maître conjointement quand même avec ta chère et tendre, hein, faut le dire. Hein. Jusqu'à un passage sur M6 sur qui veut être mon associé, une grande émission justement, dont j'aimerais qu'on reparle. Maintenant valorisé à 18 millions d'euros. Quelle réussite, mais avant qu'on revienne sur ce parcours-là, si rétrospectivement tu devais reprendre de zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment pour Féroce ? Rien. Non, rien. Je suis. Tu vois, on parlait de sérendipité tout à l'heure, de chemin, etc. Je pense que les choses. En fait, je crois que. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du fait que les gens aimaient bien faire des analyses et utiliser le cerveau analytique. Je crois que c'est quelque chose qu'on aime faire parce que ça nous rassure d'essayer de prévoir l'avenir. On déteste l'incertitude, mais c'est aussi un piège. Et donc, lorsque j'étais plus jeune entrepreneur, j'avais moins confiance en moi, je faisais des business plans parce que c'est ce qu'on me demandait. Je me souviens à l'époque, quand j'ai voulu ouvrir mon premier compte en banque, alors même que je demandais absolument pas d'argent à la banque, j'ai dû faire un prévisionnel, un business plan, le faire valider par un comptable et limite me mettre à genoux juste pour recevoir des paiements de clients, quoi. C'est assez lunaire quand on voit qu'aujourd'hui, en 5 minutes, tu ouvres un compte sur Conto et tu immatricules ta boîte pour 200 balles avec Legal Start. Et donc tout ça pour dire que les premières boîtes que j'ai créées, je faisais des plans, etc. Et voilà, et on va faire ça en année 1, en année 2. Mais l'écosystème aussi te pousse à avoir ce type de pensée. Je crois que c'est pas une bonne façon de procéder. Je pense qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire que l'être humain, et même le vivant de façon générale, est un trésor d'ingénierie que même si on a réussi à faire des choses prodigieuses comme l'intelligence artificielle, on n'a encore jamais réussi à égaler. Quand tu regardes le nombre de réactions de micro réactions qu'il y a simplement pour bouger une patte de fourmi, c'est un trésor d'ingénierie absolument incroyable qui Bien force sûr. le respect. Et tu pourrais te demander comment est-ce que la nature est arrivée à faire des choses aussi complexes. Et c'est vrai que si on regarde l'être humain, même si c'est une forme un peu d'anthropocentrisme, comment elle a réussi à faire un être aussi abouti, aussi intelligent, capable de tel pouvoir que l'être humain. Et en réalité, c'est une intelligence aveugle. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas d'objectif. Elle essaie simplement de faire des organismes les plus fitness possibles, c'est-à-dire les mieux adaptés à leur environnement. Et pour ce faire, elle
fait simplement des itérations. On en revient à cette sérendipité, on en revient à ce chemin, on en revient à cette absence de raccourci, mais plutôt à la multiplicité des tests et de l'analyse des feedbacks qui, petit à petit, par sélection successive, nous permettent d'arriver à quelque chose qui est bien adapté à notre environnement. Et donc, c'est quelque chose qui s'est fait malgré moi et qui m'a permis, moi, de me sentir adapté à mon environnement et aujourd'hui heureux. Et c'est également le même type de procédé d'intelligence organique, d'intelligence évolutive qui a permis à Feroz de se développer de la meilleure façon. Et pour autant, on a tous un petit peu ce biais-là. Tu vois, moi, les autres boîtes que j'ai créées par le passé, il y en a beaucoup qui étaient plutôt B2B. Donc, j'avais jamais fait d'e-commerce, j'avais jamais bossé dans l'agriculture ni dans la food. Et je me souviens que j'ai essayé de me faire une masterclass d'e-commerce en écoutant plein de podcasts par exemple comme Le Panier qui interviewe des e-commerçants et je les ai tous écoutés, tu vois. Et aujourd'hui, c'est quand même génial. Il y a tellement de partage de contenu, d'informations que tu peux te faire ta propre masterclass, mais qui est fondée sur des expériences de gens plutôt que sur des concepts théoriques. Et évidemment, ça m'a aidé, ça m'a nourri. Et je me souviens que justement, j'essayais de faire un prévisionnel et puis je me demandais, bah tiens, quels sont les profils que je vais devoir recruter au fur et à mesure du temps? Combien est-ce qu'ils vont coûter? Lesquels vont être les plus stratégiques, et cetera. Et c'était des sujets qui n'étaient pas vraiment abordés dans ces podcasts. Et une fois, je sais plus, j'avais échangé avec Laurent qui anime ce podcast et puis il m'avait demandé si j'avais des conseils à lui donner. Et puis je lui dis, moi, j'aimerais bien savoir un peu plus au fur et à mesure des étapes de développement, quels ont été les profils stratégiques qui leur ont permis de passer à l'étape suivante. Et c'est une information que j'ai pas trouvée. Mmh. La question est de savoir si elle m'aurait servi à quelque chose. Oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, ben, les choses se sont fait naturellement, tu vois? On a été confrontés à des problématiques. Je pense que moi, mon rôle de CIO, il est, de débunker les goulots d'étranglement. Donc d'essayer de détecter ce qui limite notre croissance, ce qui limite, le fonctionnement fluide de la boîte. Et quand je fais exploser un goulot d'étranglement, eh bien, la rivière, se libère, elle continue à couler et le goulot d'étranglement se déplace un peu plus loin. Donc j'en ai toujours un à aller dynamiter. Mais une fois que je l'ai fait, si j'ai bien identifié la cause et pas le symptôme, bah, a priori, il se reposera plus jamais. Et dynamiter un goulot d'étranglement, ça impose parfois, une fois que le process il est mis en place, et cetera, de recruter quelqu'un ensuite pour adresser cette partie-là. Donc si tu veux, moi je mets en place une vision, un cadre, un process ou une vision, enfin voilà. Et puis après, il y a quelqu'un qui va s'occuper de la continuité, à qui je vais déléguer plutôt qu'une tâche, une responsabilité, parce que sinon c'est moi le goulot d'étranglement. Si je délègue une tâche, ça veut dire qu'il sera toujours obligé de reposer sur moi, sur ma validation, sur les directives que je lui donne. Tandis que si je lui délègue une responsabilité, il devient autonome et responsable de sa propre petite partie de l'entreprise, tu vois. Et donc c'est avec cette vision-là que j'ai toujours développé le management de la boîte. Et donc voilà, et donc les choses se sont fait naturellement. Au début, tu vois, on a commencé à expédier de plus en plus de colis, donc il a fallu plus de préparateurs de commandes. Donc on a recruté un préparateur de commandes. On a décidé, on était au début, je voulais des animaux 100% nourris à l'herbe parce que ça modifie considérablement le profil nutritionnel et la qualité de vie des animaux. Et puis un certain engagement sur le bien-être animal et l'environnement. Et donc, pour ce faire, pour faciliter mon sourcing, je me suis dit que j'allais associer 2 labels qui étaient le bio et le bleu blanc cœur. Le bio plutôt pour les aspects bien-être animal et environnement et bleu blanc cœur pour la teneur en oméga 3 et l'aspect plutôt nutritionnel. Le problème, c'est que j'ai trouvé que 2 ou 3 fermes qui répondaient à ce cahier des charges. Donc, on est arrivé à faire 500 kilos par mois de notre haché féroce qui est composé de viande de bœuf et d'abats. Les abats apportant cette densité nutritionnelle absolument hors norme. Et, et j'entrevoyais pas de façon de faire mieux. C'est-à-dire que quand je parlais avec l'écosystème, avec les agriculteurs, et cetera, pour essayer de développer justement cette labellisation en disant: «Bah, nous, on est prêts à accompagner, à vous aider, dans les démarches, dans la transition de votre ferme», et cetera. Il y avait pas trop de répondants. Et à côté de ça, j'ai découvert des éleveurs qui étaient 100% à l'herbe, qui répondaient parfaitement à mon cahier des charges, mais qui étaient pas, labellisés. Mmh. Et donc là, je me suis dit, bah, en fait, à quoi sert le label? Il me servait à sourcer, des fermes, mais là, j'arrive à trouver des fermes qui sont pas labellisées, donc à la limite, c'est plus un problème. Par contre, le label, il répond aussi à une crise de confiance de la part des consommateurs. C'est un tiers de confiance. Comment est-ce que je peux résoudre ça? Bah, en mettant des QR codes sur les étiquettes, et en faisant des analyses labo systématiques. Comme ça, plutôt qu'une promesse un peu,
nébuleuses dont on ne sait pas Ouais. vraiment ce que ça apporte. On voit bien avec le bio qu'il y a du bio industriel de grande Tu surface en sais plus vraiment. et de l'autre côté, du bio de Biocoop et puis, tu as encore le bio de maraîcher, en direct de la ferme. Tu comprends bien que c'est pas les mêmes bio, quoi. Donc, tandis que là, il y a une obligation de résultat. La personne, elle scanne le QR code, elle voit une visite immersive de la ferme avec une interview d'éleveur, elle voit les analyses labo qui garantissent l'absence de pesticides, résidus médicamenteux, métaux lourds, le profil nutritionnel, la teneur en oméga 3. Elle sait exactement ce qu'elle a dans son assiette. Donc, OK, donc j'ai résolu ce problème, mais en fait, j'aurais pas pu l'anticiper. Moi, si j'avais anticipé les problèmes que je pensais rencontrer, j'aurais cru que la difficulté aurait été de convaincre les consommateurs de manger un steak haché dans lequel il y a des abats à l'intérieur. En fait, ça n'a jamais été un problème. Notre problème, il a toujours été sur la supply, c'est-à-dire sur la production et pas sur la demande, parce que la demande a toujours été supérieure à l'offre. Et donc, je reprends le fil de mon histoire. Donc, j'ai cette idée du QR code. Ça débloque d'un coup la supply. Sauf que, débloquer la supply, ça veut dire avoir beaucoup plus de stock. Où est-ce qu'on met ces stocks? Il faut construire une chambre froide. Comment on construit une chambre froide? J'ai jamais fait. J'appelle des restaurateurs. Je parle avec des ateliers agroalimentaires pour leur poser des questions, leur demander quelle taille fait votre chambre froide, quels équipements vous avez utilisés, vous avez privilégié la hauteur ou le métrage au sol, etc. Et donc, grâce à ces informations, on a construit 100 mètres carrés de chambre froide. C'était un énorme investissement pour Pharos à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent alors qu'on était qu'au tout début, mais c'est un risque nécessaire, tu vois. Et donc, ça nous a permis de débloquer un nouveau palier. Et donc, on a pu recruter un deuxième préparateur de commandes pour continuer à grossir. Et puis après, justement, on avait de plus en plus d'éleveurs. Tu parlais de qui va être mon associé. Suite à ça, on a été visible. Ça a résonné évidemment du côté des clients et des consommateurs. Donc, ça a permis de développer notre chiffre d'affaires, mais aussi dans le monde agricole, où de plus en plus d'éleveurs nous ont contactés parce qu'ils voulaient rejoindre notre mouvement et faire partie du circuit féroce. Sauf qu'il fallait répondre à toutes ces demandes. Il fallait les visiter leur ferme, effectuer les analyses labo, tourner des interviews, créer les pages publiques pour cette traçabilité, etc. Donc, ça commençait à demander énormément de travail et moi, je devais me concentrer sur la vision, sur les prochaines étapes. Donc, je pouvais pas le faire. Donc, j'ai recruté Louis, qui maintenant s'occupe de la partie appro, filière agricole, qui va rencontrer les éleveurs, etc. Et donc voilà. Et donc, au final, j'aurais pas pu anticiper ces recrutements avant qu'ils deviennent nécessaires. Mais quand ils sont devenus nécessaires, c'était juste évident pour moi. Et j'ai juste partagé quelques exemples, il y en a plein de ce type-là. Mais ce que je voulais montrer là-dedans, c'est que c'est l'environnement, le fait d'être confronté à un problème, à un goulot d'étranglement, et à chercher à le résoudre, qui m'a montré à chaque fois la bonne chose à faire, le bon chemin, la chose sur laquelle je vais focaliser mon attention et qui était vraiment importante à ce moment donné. Et d'ailleurs, ça, cet aspect de focus, je pense qu'elle est absolument fondamentale. En tant qu'entrepreneur, on a toujours plein d'idées. C'est mon cas aussi et c'est difficile d'y résister parce que on a envie de les réaliser. Donc moi, je les note quelque part dans un incubateur. Donc dans le système nerveux de Pharos, c'est un espace partagé qu'on a sur Notion où on documente tout. Il y a un endroit qui s'appelle l'incubateur et dans lequel je note mes idées, mais les autres peuvent noter leurs idées aussi. Mais à un moment donné du développement de ta boîte, il n'y a jamais qu'une seule chose qui est réellement importante. Et c'est sur cette chose-là que tu dois focaliser 90% de ton attention. Et donc, je m'offre quand même, généralement le vendredi matin, un temps que j'appelle semence. Et donc, ce temps, je le consacre justement à réfléchir à ces nouvelles idées, donc à rechercher de l'information. Tu vois, par exemple, je sais pas, on veut ouvrir un lieu à Paris. C'est pas la priorité actuelle, mais je sais que ça sera un projet. Et ben, ça va être une des semences. Semences, pourquoi? Parce qu'elles vont pousser un jour, mais c'est pas encore le bon moment. Et donc, je vais quand même déjà y réfléchir un petit peu pour que ça ait le temps de maturer dans ma tête, Mmh. pour que, tu vois, par exemple, c'est pareil. On a beaucoup d'éleveurs partenaires, une trentaine aujourd'hui. J'ai été visiter chacune de leurs fermes et j'ai été marqué par le fait qu'il y avait une grosse hétérogénéité dans les choix qu'ils ont faits, dans leurs investissements, dans leur machinerie agricole, dans leur structure juridique, etc. Et force est de constater que sur certains sujets, il y en a qui ont mieux répondu à certains problèmes que d'autres, et sur d'autres, c'est les autres qui ont mieux répondu. Et je me suis dit: «C'est quand même dommage». En fait, ils galèrent chacun sur des sujets dont l'autre a la réponse. Si on crée une connaissance partagée, une communauté de ces éleveurs, eh bien, ça améliorerait la résilience de leur ferme, leur résilience économique, le fonctionnement et la vie de leurs animaux, et cetera, et indirectement, nous, notre capacité à sécuriser de la matière. Donc je me suis dit: «Bah, une communauté d'éleveurs, ça serait chouette de le faire». Mais c'est difficile de trouver le bon support, le bon format parce que, les éleveurs, tu en as qui sont jeunes et qui sont bien adaptés aux outils digitaux. Il y en a d'autres qui ont 75 ans et qui ont fait ça toute leur vie parce que c'est leur passion, et qui, savent pas utiliser un téléphone. Donc comment est-ce qu'on l'a fait vivre cette communauté? Bon, c'était pas ma priorité du moment, mais
Je l'ai noté dans un truc, dans une de ces semences. J'y ai consacré 2 vendredis matins, à réfléchir à la forme que ça pourrait prendre, les différents supports, qu'est-ce que ça pouvait apporter, les sujets qu'on pourrait aborder, notamment sur, par exemple, la structure fiscale où tu pourrais démembrer, la société agricole de la société de gestion, de la SCI qui détient les biens et que ça change, enfin voilà. Et donc j'ai commencé à noter ces idées en vrac, tu vois? Et donc aujourd'hui, ça existe toujours, dans la partie semences et elle va voir le jour, on va la lancer, le 18 juin. Et quelque part, c'est quelque chose qui mature sans que j'y consacre du temps actif parce que c'était pas la chose prioritaire à ce moment-là. Mais à chaque fois que j'allais rencontrer un nouvel éleveur, je leur posais des questions. Je leur demandais, en plus de toutes les questions que je dois leur poser sur l'alimentation de leurs animaux, sur la façon dont ils conduisent leur élevage et cetera, je leur disais, est-ce que vous avez telle ou telle problématique? Est-ce que, vous aimeriez avoir des occasions d'échanger avec d'autres éleveurs? Est-ce que vous aimeriez visiter, une autre ferme? Est-ce que si on vous invitait, à un repas, qui est à 1 heure de chez vous, pour partager avec d'autres éleveurs, vous viendriez? Tu vois? Et en fait, comme j'avais et pourquoi est-ce que je raconte tout ça? Parce que je pense qu'il faut pas se dire: «OK, j'y réfléchis pas parce que c'est pas le moment». Il faut pas se dire: «Je le fais parce que j'ai envie de le faire», mais c'est bien de l'avoir dans un coin de la tête parce que derrière, au quotidien, ça va nous donner des petites opportunités quand même de laisser maturer le projet et de nourrir cette fameuse intuition et donc le moment venu, de prendre, la bonne décision, qui va capitaliser sur, les intérêts composés de plein d'informations que tu auras pris au fil de l'eau, au fur et à mesure des opportunités. Ça peut être parfois aussi, j'écoute des podcasts, sur l'agriculture, des trucs comme ça. Il y a un tel qui va dire ceci, je me dis ou alors même rien à voir avec l'agriculture. Je vais écouter un truc sur la technologie, je vais découvrir, tel format où je me dis: «Bah tiens, c'était pile le support qui va pouvoir faire vivre cette communauté qui est parfaite», tu vois? Donc finalement, ce temps que je consacre le vendredi matin, c'est lui aussi qui me permet de dessiner la vision. Parce qu'un entrepreneur, il est toujours dans une double temporalité. Il doit à la fois être capable, de gérer le day to day, le moment présent et les sujets vraiment fondamentaux, le goulot d'étranglement, de la boîte à un instant T, mais aussi de dessiner une vision à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans et nourrir cette vision à 3 ans, 5 ans et 10 ans, pour fixer un cap, même s'il est susceptible d'évoluer au fur et à mesure, de la croissance de la boîte. Tu vois, Féroce, elle a toujours la même ADN, mais cet ADN s'est renforcé, élargi, affirmé au fur et à mesure du temps et justement des interactions avec l'environnement. C'est pour ça que je dis que il faut aussi, comme je parlais tout à l'heure d'esprit fixe et d'esprit de croissance, il faut avoir cette capacité de préserver les valeurs fondatrices du projet. OK, c'est quoi la mission? C'est quoi les valeurs? Mais en même temps, qu'elles soient suffisamment malléables pour qu'ils s'adaptent à un environnement qui est continuellement en changement. Et donc, ces temps de réflexion à plus long terme, ils m'aident justement à dessiner, cette vision, tout en sachant très bien ce sur quoi je dois me concentrer aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup pour cette masterclass. Parce que en 5 minutes, tu as délivré tellement d'informations pertinentes pour tout entrepreneur, futur entrepreneur, quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure, dans un projet. C'était vraiment masterclass. Merci beaucoup. Tu as dit définir un cap. Je pense que c'est beaucoup plus. Vraiment, dans cette expression, il y a quelque chose de très puissant. C'est n'essayez pas d'anticiper la navigation. Définir un cap, c'est pas la navigation. C'est une direction. Complètement. Et la navigation, après, les vagues, le changement de cap, les petits trucs, etc., ça va arriver au fil de l'eau. Et c'est au fil de l'eau que tu vas découvrir, justement, changer les rames, changer même remplacer des pièces du bateau. Et c'est ça que tu es en train de nous dire, c'est-à-dire embaucher des nouvelles personnes, euh, prendre des décisions au fil de l'eau, s'adapter constamment, avoir des moments de décharge, comme le vendredi matin, où tu as envie de faire exister cette idée-là, juste parce que, déjà, premièrement, ça te permet de ne pas penser aux autres choses. Déjà, ça te fait un moment de soupape dans la semaine où, ah tiens, je m'évade un peu sur un autre projet. C'est vachement sain, ça aussi, je pense, pour le mental et pour ton énergie. Et ça le fait vivre, ça le fait déjà exister. Et Complètement. donc, en effet, tu vas repérer une opportunité quand elle se présentera dans ton quotidien. Donc ça, c'est très, très juste. Et vraiment, quand tu nous racontes ça, et je sais que c'est un terme qui t'est cher parce que tu parles souvent de, voilà, de la vie de couple, la vie de famille, de la vie de ce genre de choses comme quelque chose d'organique. Et une entreprise, c'est vraiment ça, c'est quelque chose d'organique, puisque c'est quand même des humains qui pilotent derrière jusqu'à ce qu'on nous éradique, hein, mais on est là, quoi. Hem, un bébé. Tous les 2, on a des enfants en bas âge, mais un bébé, c'est n'est que ça, c'est
essai, erreur, correction. Essai, erreur, correction. Pourquoi vous pensez qu'une aventure entrepreneuriale, ce serait différent? Quand tu fais nous avons la chance de t'avoir comme professeur au centre de l'Ormez sur une masterclass sur l'entrepreneuriat. Il y a un truc, moi, qui m'a marqué dans ce que tu as partagé aux élèves dans les premiers temps, c'est tester votre marché. Testez sans arrêt votre marché. N'attendez pas. Vous avez une idée de tester. Et c'est en fait ce que tu es en train de dire. C'est vous êtes encore dans le port, à vous inquiéter de quand vous allez sortir du port, mais partez sur les mers et vous allez voilà, sentir comment ça tangue en fait, si vous êtes bien équipé, si vous avez les bonnes voiles, etc. Et vous verrez au fil de l'eau. Donc vraiment, ce que tu nous présentes là, c'est tellement important et tellement enfin, à la vision même du vivant. C'est-à-dire, on va s'adapter vis-à-vis des contraintes météorologiques, et cetera, si on est dans une forêt. On doit survivre. C'est la même chose dans l'entreprise. Dans la jungle entrepreneuriale, on doit s'adapter constamment avec les ressources que l'on n'a pas, qu'on n'a pas encore, comment on anticipe les choses, et cetera. Donc je pense que les seuls freins, ce serait brider, ce côté organique. Ce serait vouloir linéariser, anticiper, tout maîtriser, scléroser un petit peu partout. Ça, ce serait vraiment, contre-productif finalement. Avant d'être productif, chercher à être productif déjà, ce serait mort. Heu, Merci beaucoup pour ce retour-là. Hem Et j'aimerais qu'on fasse le point justement sur ce côté intrépide, parce que pour moi, c'est ce qui définit le plus, en fait, ton côté, et c'est bête parce que tu es allé très vite et je pense que les gens ont raté le truc, mais c'est tellement énorme et important ce que tu as dit quand tu as dit: «J'ai appelé des restaurateurs, j'ai appelé des gens, je leur ai demandé». Mais en fait, qui ose faire ça de nos jours? Personne. Décrocher un téléphone pour appeler: «Allô, je suis bien au restaurant un truc, vous faites comment pour vos chansons froides?» Il y a que toi qui fais ça. Il y a que toi, en fait, qui fais ça et c'est pour ça que tu réussis, et que tant d'entrepreneurs n'en font pas, c'est qu'ils osent pas. Ce côté intrépide-là t'a permis, pour le passage sur M6, d'aller poster un commentaire sur LinkedIn en disant: «Vous savez, vous faites des trucs, pseudo repas là. Ben moi j'ai inventé le steak haché le plus dense, de la planète». Ça vous dirait que je vous en parle? Au lieu de passer par le dossier de candidature habituel, tu as demandé à tes amis de liker le commentaire pour qu'il remonte. Comme ça, la direction d'M6 l'a vu. Hop, tu passes sur le prime et hop là, tout d'un coup Féroce est propulsé. Ce côté-là intrépide de pas avoir peur de tester les choses et de finalement, comme dirait Gunther Pauli, je préfère m'excuser après, que de respecter l'ordre, en fait. C'est-à-dire, je teste des trucs, si j'ai mal fait ou si j'ai blessé quelqu'un, je m'excuserai après. C'est ça, en fait, le côté intrépide qui manque sans doute, et encore une fois, si la prise de décision est prise depuis un lieu de peur, généralement elle est inhibée. Toi, en fait, c'est le côté intrépide, non, qui résume ton approche des choses, non? Oui, clairement, bah, je pense qu'il peut y avoir, plusieurs, éléments qui sont liés à ça. Déjà, quand j'ai envie de faire quelque chose, ça m'enthousiasme profondément et cet enthousiasme, c'est une énergie pure. Mmh. Quand je dis que c'est une énergie pure, c'est qu'elle est capable de tout parce que tu as tellement envie de voir ton idée se réaliser. Quand je parle d'une idée, c'est même pas forcément, une boîte dans sa globalité, ça peut être juste, un projet, dans cette boîte, tu vois? Que, presque rien n'y résiste, tu vois? Ouais. C'est c'est un peu ce côté naïf de l'enfant, tu vois? Tu regarde, c'est quand même fascinant de constater qu'un un bébé, il a, la capacité d'aller d'un point A à un point B de façon très efficace en avançant à 4 pattes. Et malgré tout, au prix, d'efforts considérables, il va essayer de s'élever vers le ciel et d'y aller en marchant. Alors même que, c'est dans un premier temps beaucoup, beaucoup moins efficace. Mais, bon, il y a certainement une programmation génétique et cetera, mais j'aime bien cette vision un peu plus philosophique qui est de dire que, eh bien, il voit tous les autres, marcher autour de lui et il a envie, lui aussi, de marcher, de libérer ses mains et de pouvoir faire des choses avec, de transporter des objets, et d'interagir avec, son environnement et donc au prix, d'efforts, considérable au bout d'un moment, et de chutes, nombreuses, tu vois? Donc, il y a pas de peur de regard, de l'autre, et qu'on se moque de lui parce qu'il arrive pas à marcher. Il y a pas de peur non plus de tomber et de se faire mal alors même que ça arrive. Et donc, il va multiplier, ses essais-erreurs justement jusqu'à finalement réussir à dompter, cet équilibre, pour, marcher d'un point A à un point B. Je trouve que c'est assez beau et je crois que c'est un petit peu ce qui me motive, c'est que quand j'ai une idée en tête, j'ai tellement envie qu'elle se réalise que, tout le reste est moins important. Mmh. Le regard des autres, le fait d'échouer et cetera, moi j'ai juste envie de continuer à jouer. Donc ça c'est une partie des choses, hem et après, tu vois peut-être aussi que je te parlais de ce rejet que j'ai vécu quand je suis arrivé en 6e, qui m'a pas mal marqué,
Et après, j'ai essayé de comprendre comment est-ce que je pouvais être aimer les autres. Je me suis intéressé à ce moment-là à la séduction, aux dynamiques sociales, etc. Parce que j'avais remarqué que les mecs les plus populaires, c'était les gens qui arrivaient à se taper les plus belles filles. Et donc, d'ailleurs, un des business que j'ai eu, c'était une méthode de séduction. Alors là, ça pourrait paraître un peu scam, mais j'avais vraiment essayé de faire un contenu d'hyper bonne qualité. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai rencontré ma femme. Petite anecdote, parce que j'avais fait un produit d'appel qui t'apprenait à draguer sur un site de rencontre. Et donc, pour ça, j'avais chatté un peu avec des filles sur Adopt un mec et sur Tinder. Et donc, Constance faisait partie des filles avec qui j'avais chatté sur Tinder pour faire des screens, pour mettre dans cette méthode-là. Et c'était une méthode qui était gratuite. Et l'idée sous-jacente, c'était de dire, la personne comme ça, elle va réussir à décrocher son premier rendez-vous, parce que j'avais vraiment essayé de donner des conseils de qualité. Mais là, elle va être stressée. Parce que forcément, ça fait stresser de passer au monde physique, au monde réel. Et donc, je vais à ce moment-là la convertir sur la méthode payante qui était basée IRL, tu vois, sur, voilà, et qui d'ailleurs a été à mi-chemin entre la séduction et le développement personnel, et qui était le fruit de mon histoire, parce qu'en fait, c'est la transformation que moi-même j'avais vécue. Bref, au final, il m'a quand même fallu plusieurs années avant de réussir à maîtriser suffisamment moi-même cet art et les dynamiques sociales pour sortir avec de jolies filles et puis être apprécié et populaire au lycée. Mais j'ai fini par y arriver en première, en arrivant en première. Donc, tu vois, j'ai eu ma revanche quelques années plus tard, mais tu prends 6e, 5e, 4e, 3e, seconde. Donc, pendant 5 ans, Le j'ai célibat. galéré à trouver comment suffisamment maîtriser tout ça pour devenir le gars avec qui tout le monde voulait être ami. Mais malgré tout, tu vois, ça m'a donné une espèce de switch en mode, maintenant, c'est quelque chose que je contrôle, une forme de distance avec le monde, où Heu, je joue avec moi pour, entre guillemets, atteindre mon objectif. C'est ça fait très manipulateur. Je pense pas que c'était conscientisé comme ça. Mmh. Mais je veux dire, hem, à partir de ce moment-là, quelque part, je jouais pour y arriver, et si j'y arrivais pas, je pouvais pas tomber plus bas parce que j'avais déjà vécu le pire, tu vois? J'avais déjà été tout seul à pas aller manger le midi parce que, je voulais pas que les gens me voient tout seul, Ouais. et à pas le dire à mes parents parce que j'avais honte de qui j'étais, et je me disais qu'ils allaient moins m'aimer, s'ils savaient que leur fils, était apprécié par personne. Et tu vois, j'avais déjà tellement touché le fond qu'en fait, après je pouvais juste essayer, et ça pouvait pas être pire, tu vois? Et donc ça, quelque part, avec le recul et le temps, ça m'a donné une forme de super pouvoir qui est, rien à foutre, quoi. Les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. J'ai déjà touché le fond, maintenant je sais ce que je vaux, ce que je suis. J'ai un socle qui est solide. Je sais que les gens qui m'aiment, ils m'aiment pour ce que je suis, et que les autres me détestent, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Mmh. D'ailleurs, tu sais, j'ai un podcast, et les gens, ils posent des commentaires. On a un compte Instagram sur lequel, je vais jamais, et si ça se trouve, dans les commentaires, je me fais détruire. J'en sais rien parce que je les lis même pas, tu vois? Ça me passe mais complètement Ouais. par-dessus. J'en ai vraiment rien à foutre, et je crois que ça m'aide aussi à oser plus de trucs parce que, je suis vraiment très détaché, du regard des gens. Ouais, parce que c'est vraiment plus quelque chose d'important. Ce qui est important pour moi, c'est le regard de ceux que j'aime, et de ceux que je respecte profondément. Donc c'est-à-dire, ma femme, mes filles, mes amis, et puis, certaines personnes très intelligentes qui m'inspirent, et donc, le regard qu'ils portent sur moi va avoir un impact parce que, je les estime, et donc leur avis m'importe beaucoup plus. Mmh. Mais sinon, 99% des autres, rien à foutre. Ouais. Ce qui te permet justement d'ouvrir certaines portes et de tester des choses, dont les appels téléphoniques dont Et on a d'ailleurs, parlé pardon, tout à je me l'heure. permets de, Ouais. parce que ça, c'est quand même un truc qui est hyper important, et qui est applicable à mon avis, par tout le monde. Aujourd'hui, on a l'impression de se mettre en danger socialement, en prétendant ne pas savoir. Mmh. Et donc, tu vois, par exemple, tu es quelqu'un, de très érudit, qui parle, de physiologie, de physique quantique. Tu m'as parlé tout à l'heure des photons qui faisaient du cheval, sur la lumière, et et probablement qu'il y a quelques années, j'aurais pu, ne pas du tout savoir de quoi tu parlais, et ne pas oser te dire, «Écoute, Pierre, j'ai rien compris, tu peux m'expliquer ce qu'est un photon? Quel est le rapport avec la lumière et pourquoi la vitesse de la lumière est limitée?» et cetera. J'ai vraiment rien compris. En te posant cette question-là, déjà, toi, tu te serais senti valorisé dans ton savoir, donc au final, ça renforce la qualité de l'interaction, et moi, ça me permet de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Sauf que la façon la plus probable dont ça se serait passé, c'est que tu m'aurais dit ça, moi j'aurais fait: «Oui, oui, ouais, tout à fait, ouais, ouais».
parce que j'aurais voulu paraître intelligent, te montrer que j'étais intelligent et que j'aurais pas osé me mettre en danger Mmh. à te dire et avouer que j'en savais rien de ce que c'était un photon. Et ça, j'ai l'impression que c'est un comportement qui est assez répandu, dont on Tant se mieux, dans lequel on tombe, bien sûr. tous, assez facilement et c'est dommage parce que c'est se priver d'une croissance, d'une évolution et d'une progression personnelle. Mais même de l'autre côté, on croit qu'on va être moins valorisé, alors qu'au contraire, l'autre va être hyper content de Bien jouer ce sûr. rôle de pédagogue. Et je me souviens de ce livre de Céline Alvarez, Les lois universelles de l'enfant, où ils ont mélangé dans une classe, OK, c'est la maternelle, tu vas me dire, c'est peut-être pas transposable aux adultes, mais Mmh. ils avaient mélangé dans une classe, des petites sections avec des grandes sections. Donc c'était une expérimentation où ils avaient mélangé un peu tous les âges et ils s'étaient aperçus que, ça avait permis de porter vers le haut, la connaissance de tout le monde. Parce que les petits étaient plus sensibles, curieux et concentrés, lorsque la transmission venait des plus grands et les plus grands étaient fiers et valorisés dans leur savoir et donc engrammaient beaucoup plus leur connaissance en l'expliquant aux plus petits Mmh. et hem et ni d'un côté ni de l'autre, il y avait, un jugement de valeur en mode, bah, lui il est petit, il est con et puis, enfin voilà, tu vois? Ouais. Bah, c'est pas pour, encore une fois, taper sur la tête des ChatGPT et des autres intelligences artificielles parce qu'on a fait aussi la promotion, hein, parce qu'il y a des bons côtés. Mais, ça nous enlève justement ce rapport humain. C'est-à-dire que quand vous demandez à ChatGPT, il y a pas un rapport de: «C'est mon aîné» ou «C'est mon plus petit». Il y a pas, voilà, il y a pas ce rapport-là alors que, comme tu l'as très bien dit, demander de l'aide demander de l'aide, c'est justement aussi, faire preuve de chance, d'opportunité pour l'autre. On valorise l'autre. Si je te demande de l'aide, c'est parce que tout d'un coup, tu vas te sentir valorisé, il me fait confiance, j'ai une responsabilité, mais c'est beau la responsabilité. Nous, on veut de nos jours, malheureusement, on prône trop la liberté, sans en oubliant que la liberté, c'est la responsabilité. La prise d'envol d'un oisillon, c'est la liberté, mais il faut qu'il se débrouille tout seul maintenant. Donc c'est un petit peu la même chose et justement là, on est privé de quelque chose si on n'ose plus taper à la porte, tous les sens du terme, de son voisin. C'est ce rapport-là de valorisation, d'échange, de partage et Céline Alvarez, bon, on peut que faire la promotion de ce magnifique livre et tu dis que c'est pas transposable à l'adulte. Moi j'en doute. Je pense que c'est vraiment transposable. Si, si, je crois aussi, hein. Ouais, non, je rigole. Je sais que tu mettais voilà, une précaution, mais oui, très clairement, ça nous permet et ça te permet sans doute ce côté intrépide, de se dire, «Écoutez, si j'appelle un restaurateur pour savoir comment il a installé sa chambre froide et qu'il m'envoie bouler, rien à faire. Je passerai au suivant». Tu sais, toi qui aimes bien les jeux vidéo, donc hem, moi je joue pas à des jeux vidéo et d'ailleurs je vais pas sur les réseaux sociaux non plus et j'ai pas besoin de me limiter, avec, des outils et cetera parce que j'ai juste, pas suffisamment de temps, pour ça. J'ai d'autres, une pile de priorités qui est différente, mais ça c'est individuel, hein. J'ai joué un peu à Diablo 2 lorsque j'étais, jeune et je me souviens dans Diablo 2, tu avais le camp de base dans lequel tu étais en sécurité. Il y Mmh. avait pas de zombies et cetera, personne ne pouvait, te tuer, te faire du mal ou autre, tu vois? Mais, si tu joues à Diablo 2 et que tu restes dans le camp de Il base, se passe rien. c'est quand même pas vraiment intéressant comme Bien jeu, c'est sûr. pas vraiment passionnant, tu vois? Tandis que quand tu sors, dehors, bah, tu vas commencer à tuer des zombies, des trucs comme ça, des créatures, de l'enfer et puis quand tu les tues, parfois, tu Mmh. vas avoir des récompenses, de nouvelles épées, de nouvelles cottes de mailles qui vont te permettre de réaliser des quêtes et des missions et c'est ça qui rend le jeu absolument passionnant. Et je me souviens, une des premières quêtes, c'était Bloodraven, et elle m'a marqué parce que c'est la première fois que je suis mort dans le jeu. C'est juste la deuxième quête, hein, c'est au tout début du jeu. 1re fois que je suis mort et moi je l'ai vécu, fortement, tu vois? Et je me Mmh. suis dit: «Putain, je suis mort et tout», voilà et sauf qu'après tu peux recommencer donc en soi c'était pas grave, mais moi ça m'avait stressé, tu vois? Et donc après j'avais attendu vachement de temps avant d'y retourner, j'avais continué à rester à proximité du camp, à tuer d'autres zombies pour prendre de l'expérience, passer des niveaux, améliorer un peu mes trucs et tout et donc au final j'étais surpréparé quand j'y suis retourné la fois d'après. Mais comme j'avais le souvenir d'avoir été stressé, j'avais plein de potions, tu sais, de vie, de mana et cetera et j'étais tellement je tremblais, tu vois? Et donc à un moment, tu vois, je voyais que ma vie elle descendait et limite j'ai appuyé sur 3 touches en même temps, donc j'utilisais 3 potions de vie, alors que j'aurais pu en utiliser qu'une seule, juste parce que j'étais tellement stressé que machin et puis, finalement j'ai réussi, j'ai gagné, j'étais tellement fier de l'avoir battu et donc ça m'a donné confiance en moi après pour la suite de jeu du jeu, tu vois?
tout ça peut pas arriver si tu restes dans ta zone de confort. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas de croissance personnelle sans sortie de la zone de confort. Alors, on dit sortie de la zone de confort, c'est plus. Moi, j'aime bien parler d'exploration. Je pense que tout est exploration. Qu'on parle d'exploration géographique, physiologique, de la conscience, de notre relation aux autres. Tout est une opportunité de grandir, toutes les expériences de vie, pourvu que ce soit de vraies expériences de vie. Et j'en reviens à mon sujet du début, à la mission que je défends avec Féroce. C'est vraiment cette notion de vie pleine et intense, de vie pleine de couleurs, parce que c'est ça qui fonde notre richesse et qui petit à petit justement élargit les lunettes avec lesquelles on regarde le monde. Ouais, trop bien. T'as expérimenté dans Diablo 2 l'hormèse. C'est beau ça. T'avais surcompensé. Toi, t'avais surcompensé, t'es arrivé surcompensé. C'est-à-dire, c'est comme quand tu fais un deadlift à 150 kilos, le lendemain tu peux faire 160. T'arrives trop équipé avec des potions. C'est beau quand même. Ah là là. Féroce maintenant accueille les filières volailles, porcines, en train de tout chambouler. Comment tu vois cette révolution qui est une révolution de toute la chaîne de valeur de production, hein, on a une valorisation de l'éleveur, de la bête, jusqu'à une meilleure nutrition du consommateur. C'est quoi l'avenir, comme ça, là, la trajectoire? Pas encore une fois la navigation, mais le cap sur lequel tu as mis Féroce. Je crois que on a toutes les cartes en main pour devenir le leader européen des box de viande et poissons les plus sains de la planète, livrés directement chez vous, avec justement, comme tu l'as mentionné, notre promesse, elle repose sur 3 piliers. Tu vois, je te disais, le cap, il évolue au fur et à mesure du temps. Ouais. Tu vois, le système de box, etc. Ça, c'est une transition qu'on est en train de mener maintenant. Le fait d'être positionné sur les protéines animales les plus qualitatives, la promesse, elle n'était pas aussi claire. Bien sûr. Défini de cette façon-là au début. On avait créé juste le haché féroce, qui était un steak haché hyper dense en nutriments grâce à l'ajout de foie de bœuf. Et aujourd'hui, on est sur un modèle qui est beaucoup plus large, beaucoup plus inclusif, avec un projet de transformation beaucoup plus grand. Mais pour autant, tu vois, notre ADN, nos valeurs, notre mission de transformer l'alimentation et l'agriculture en France pour promouvoir la santé humaine, elle est toujours restée là, tu vois. Nos valeurs d'authenticité, de transparence, de bio-inspiration, de travailler avec le vivant, de refuser tous les mélanges, l'intensification, l'industrialisation de notre alimentation ou de nos modes de production. Tout ça, c'est des choses qui sont inhérentes à notre histoire, à notre ADN et qui bougent pas, tu vois. Donc, effectivement, on fixe un cap, on ne sait pas par quel chemin on va y arriver, et puis le cap, il peut un peu évoluer, mais les fondations, les racines, elles restent là et elles préfigurent la suite, tu vois. Et donc notre ADN, elle est toujours basée sur 3 critères. Le premier, c'est ne pas nuire, fidèle au serment d'Hippocrate et donc à cette absence de polluants. Et ça, c'est déjà quelque chose de fort en soi parce que l'industrialisation et l'intensification de notre alimentation, des modes de production, a créé des aliments qui sont de plus en plus transformés, mais même quand ils sont pas transformés, de plus en plus malheureusement riches en polluants, etc. Ensuite, la densité nutritionnelle, parce qu'on s'est aperçu que le mode de production modifie considérablement la qualité de l'aliment au final. Et que par exemple, entre une tomate qui a été élevée en aquaponie et nourrie avec des nutriments, etc., plutôt qu'en pleine terre, ben, son pouvoir antioxydant, il va varier d'un facteur de 1 à 10. Et ben, c'est exactement la même chose avec le bœuf, avec le poisson, la densité nutritionnelle, la qualité, notamment, tu vois, si on parle de bœuf, de poulet ou de cochon, eh bien, la qualité des acides gras, le profil d'acides gras oméga 3, etc., il sera considérablement modifié par le type d'alimentation qu'a reçu les animaux. Et ça rejoint d'ailleurs la première partie de notre promesse parce que des animaux qui sont mieux élevés, ils vont avoir une santé plus robuste et donc il va pas y avoir besoin d'utiliser d'antibiothérapie, de vaccination, etc. Tout simplement parce qu'ils vivent en meilleure santé et donc on va retrouver moins de polluants en sortie. Et le troisième élément de la promesse, c'est cette agriculture durable, cette agriculture régénérative, parce qu'on pense que l'être humain peut pas vivre en bonne santé dans un environnement malade, que c'est une préoccupation globale aujourd'hui et qui devrait être celle de tous les citoyens. Et je crois que c'est le cas. Tu vois, je crois que tout le monde aujourd'hui a une forme de conscience écologique, une envie que les choses aillent mieux et une prise de conscience des dérives qu'il y a pu y avoir et des impacts que ça peut avoir. Pour autant, malgré toute l'éthique qu'on peut avoir d'un point de vue intellectuel, ça ne se traduit pas forcément par des modifications de nos habitudes d'achat si on n'y trouve pas un bénéfice individuel. Donc au final, ça, c'est la cerise sur le gâteau.
Et ce qui est chouette, c'est qu'elle est naturellement sous-tendue par les 2 premiers critères. En fait, il y a une forme de continuum. Quand tu respectes les éleveurs, que tu respectes les animaux, que tu respectes les sols, naturellement, tu as une viande qui est dans laquelle il n'y a pas de polluants, qui est plus riche en nutriments et qui préserve la biodiversité, qui séquestre du carbone dans le sol et qui a un bilan environnemental beaucoup plus qualitatif. Et donc, au final, tu as ce continuum. Mais quel est le critère qui va faire que des clients vont acheter notre viande plutôt qu'une autre? C'est d'abord le bénéfice individuel qui est la promesse d'être en meilleure santé. Magnifique. On a ça comme cap. C'est quoi? C'est devenir le leader européen, mondial? C'est d'approvisionner le monde entier? Et d'ailleurs, je dis promouvoir la santé, mais il y a un truc que j'avais pas, qui me motivait pas spécialement au début dans dans les cahiers des charges, etc. J'étais tellement focalisé sur cet aspect nutrition et tout, qui est le goût. Parce que je mentionnais tout à l'heure avec mon histoire de la tomate, mais manger ou les riz de veau qu'on a mangé ce midi, mais manger, c'est aussi un acte de partage, un acte de goût, un acte de bonheur. Et en fait, ça, c'est la surprise et la cerise sur le gâteau. C'est que c'est bon. Ah, c'est hyper bon parce que, franchement, une entrecôte qui a été bien élevée, qui vient d'une vache qui a été bien élevée. Enfin, tu vois, moi, j'avais pas mangé de l'aussi bonne viande avant Féroce. Et maintenant que je compare avec ce que j'avais l'habitude et ce que je considérais comme être de la viande avant, je m'aperçois que ça n'a rien à voir. Et ça, franchement, j'avais pas conscience. Je pensais pas qu'il y aurait un gap aussi important en termes de goût. Et donc, ouais, l'ambition, écoute, elle est d'abord française parce que c'est un projet de transformation de la société, de nos filières agricoles, de nos modes de consommation, de nos modes d'alimentation. Donc, bien évidemment, ça passe par le produit, mais ça passe aussi par l'éducation du marché pour montrer qu'une cuisine simple du quotidien. Parce que tu vois, notre principal concurrent aujourd'hui, c'est pas Charal et c'est pas les steaks de grande surface, tu vois, ou les alternatives végétales ultra transformées. C'est plutôt les gens qui te disent ouais, j'ai pas le temps de cuisiner parce que ma vie elle est trop remplie et puis j'ai limite pas le temps de manger, donc je vais plutôt manger du feed, donc une poudre protéinée qu'on mélange avec de l'eau. Je trouve que c'est dommage parce que bon, pour plein de raisons, on pourrait faire un podcast sur le sujet, mais je reviens à mon sujet. Je crois que quand on a des bons produits et que on les préserve par une cuisson qui les respecte, il y a besoin de rien de plus. Donc tu vois, moi, mon alimentation, elle est très simple. Je fais cuire une entrecôte, je fais cuire des légumes au Vitaliseur de Marion que j'ai acheté chez mon maraîcher, qui sont des légumes de saison. La cuisson à la vapeur permet de préserver à la fois leurs nutriments, mais surtout leur texture et leur goût. Je rajoute un filet d'huile d'olive féroce qui est absolument excellente et quelques herbes sauvages, un peu de gros sel. Mon assiette, elle est terminée. Ça m'a pris 1 minute de préparation, 10 minutes de cuisson sans avoir besoin de surveiller, sans geste technique, sans ustensile spécial. J'ai pas eu besoin d'ingrédients exotiques. J'ai pas eu besoin d'aller faire cuisiner des gratins, faire des sauces, des trucs comme ça. Parce que, tu vois, même la moutarde, j'adore la moutarde. Je l'utilise quasiment plus depuis que je mange comme ça parce que les produits sont tellement bons de base que j'ai même pas envie de les masquer avec le goût d'autre chose, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et montrer cette cuisine du quotidien, montrer que la cuisine, elle peut être simple, savoureuse, nutritive et variée parce que ta viande, elle va bouger, tes légumes d'une semaine à l'autre, ça va plus être les mêmes parce que tu les manges de saison, etc. Donc, tu as de la variabilité naturelle. Je pense que c'est important. Donc, le rôle éducatif et pédagogique de Féroce, il est aussi important que celui de transformation des filières. Et donc là, on accompagne les éleveurs. Tu vois, on en revient à ce côté naïf, etc. Mais quand j'ai été voir la première fois des éleveurs volailles pour leur parler de notre projet d'élevage poulet, moi, je suis arrivé avec ma vision d'urbain en mode voilà ce qu'il faut faire pour donc on met pas de maïs, on met pas de soja, ça serait bien qu'elle mange des insectes, des vers et puis machin, etc. Et puis ils m'ont regardé en mode mais c'est quoi cet uluberlu, il a rien compris au truc, voilà, c'est impossible de faire ça, etc., tu vois? Et puis après, en discutant, c'est ça qui est génial, et peut-être qu'un ChatGPT pourrait pas te donner, tu vois? Un ChatGPT, tu lui aurais posé la question, il t'aurait dit: «Bah non, c'est pas possible parce que dans la littérature agronomique, pardon, il y avait aucun précédent et comme ils se basent sur les connaissances sur internet, il t'aurait dit: "Bah non, les poules, on peut pas les élever sans maïs et soja parce qu'on a besoin de telles protéines qu'on trouve dans le soja, et puis machin et puis machin"». Mais là, avec cette discussion ouverte, de moi, ma vision naïve extérieure et eux, leur vision terrain, ensemble, on a réussi à co-construire un modèle d'élevage
qui pouvait peut-être fonctionner. Je dis peut-être parce qu'à ce moment-là, on le savait pas. Et donc, on en revient à cette posture de l'entrepreneur, du chercheur, de l'explorateur. Et au début, on a interrogé 40 éleveurs. Il n'y en a que 2 qui ont accepté de nous suivre pour lancer ce premier test sur un cycle d'élevage de 110 jours. Donc, c'est quand même un long test avant de savoir si ça allait marcher, si la courbe de croissance, elle serait correcte, s'il n'y aurait pas une surmortalité, etc. Et donc, on a dû mener cet élevage jusqu'à son terme pour valider le prototype et puis en lancer d'autres. Ce qui explique que au final, ça a été un succès. Je disclose le secret. Donc, on a commercialisé les produits en février. On a été en rupture de stock en 3 jours. Depuis, les gens, ils attendent, ils nous demandent tout le temps quand est-ce que revient le poulet. On a dû attendre d'avoir validé ça avant de lancer d'autres élevages. Et comme ils sont élevés 110 jours au lieu de 45 jours en intensif, eh bien, les produits poulets, ils vont arriver fin mai, début juin. Et après, par contre, là, on a lancé plusieurs élevages donc en quinconce. Donc après, on en aura régulièrement. Mais voilà, donc on accompagne la transformation des filières pour créer des produits qui répondent à notre promesse, à notre cahier des charges. Mais voilà, ça se fait d'abord à l'échelle française. Et une fois qu'on a validé nos modèles, nos process, après, on peut le dupliquer. Et donc, évidemment, notre ambition, c'est de le faire ensuite en Europe, sachant qu'aux États-Unis, il y a 2 acteurs qui existent, ButcherBox et Good Shop. Ouais. Donc, ButcherBox, ça fait $600 millions de chiffre d'affaires annuel. Good Shop, ça fait plus de 100 millions. Et je crois qu'aujourd'hui, on est parfaitement positionné pour devenir le leader européen et donc la version européenne de Good Shop et de ButcherBox. Et d'ailleurs, je te parlais de cette posture, de poser des questions, de croire en l'intelligence collective et aux apports d'autres personnes. Lorsque j'ai pris cette décision de faire évoluer Pharos vers un business de box, il y avait plusieurs raisons à ça, sur le modèle économique, etc. Enfin bon, bref. J'ai contacté Valentin Klein, qui était le product lead, c'est-à-dire la personne. Donc, Good Shop, ça appartient à HelloFresh. Et donc, HelloFresh, une boîte allemande. Et donc, HelloFresh a engagé Valentin en lui disant voilà ce qu'on veut développer aux États-Unis. Occupe-toi du go-to-market, c'est-à-dire fais les maquettes, développe les technologies, fais le prévisionnel, les economics, etc. Et ensuite, lance-le aux États-Unis. Ensuite, continue à itérer, à créer des modèles d'acquisition, etc. pour atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc Valentin, ça a été un peu l'entrepreneur, le cerveau qui, avec les moyens quand même d'HelloFresh, Ouais. a développé de 0 à 100 millions d'euros Good Shop aux États-Unis. Aujourd'hui, Valentin, il travaille avec Pharos pour nous aider à créer ce business de box, pour l'adapter en France. Et il nous fait gagner énormément de temps sur Bien toute sûr. la réflexion de l'équilibre économique, des voies d'acquisition, des tunnels clients, des frictions que les clients peuvent rencontrer, de la façon dont on peut les rassurer, etc. Parce que une box, c'est peut-être un engagement, donc il peut y avoir des freins à l'achat supplémentaires, et puis il peut y avoir des problèmes de substitution quand une pièce est en rupture de stock, puis des problèmes d'équilibre matière. Et donc au final, ils nous font gagner, par son expérience, il nous fait gagner un temps considérable. Et c'est grâce à ça que je crois que on est meilleur que les autres. On n'est pas meilleur que les autres parce que je suis plus intelligent que les autres. On est meilleur que les autres. Bon, après, c'est facile parce qu'il n'y a pas d'autres pour l'instant. Mais surtout, enfin, je veux dire, si je prends de façon plus générale mon parcours d'entrepreneur, Ouais. je me suis souvent entouré de personnes plus intelligentes que moi, ou en tout cas plus expertes que moi sur leur zone de génie. Et je crois qu'on n'est jamais aussi bon que quand on est dans ces zones de génie. Et moi, ma zone de génie, c'est d'identifier les goulots d'étranglement et de trouver les informations ou les personnes qui pourront m'aider à les résoudre. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Je pense que ça résonnera dans beaucoup d'esprits, justement, d'entrepreneurs ou de personnes qui se décident à passer le cap, qui ont peut-être un business qui démarre et qui voudraient passer un effet de levier, savoir s'entourer, oser taper aux portes, oser demander de l'aide aussi, contacter sur les réseaux, et on sait jamais, hein, même si quelqu'un paraît avoir beaucoup de succès, nous semble inaccessible, il osera sans doute nous donner au moins un conseil. Et puis ça peut être gratuit. Enfin, je veux dire, Mais moi, bien je suis sûr. contacté sans cesse par des entrepreneurs qui me Oui, tu demandent des réponds au conseils. message. Pour peu qu'ils aient une question précise, Oui. je prendrai toujours le temps de leur répondre. Et après, moi, il y a un truc que j'ai fait, tu vois, parfois, il y avait des gens où je me disais, ah tiens, vis-à-vis de leur posture et tout, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer. Et en même temps, les rémunérer pour leur temps, en fait, ils ont déjà des patrimoines Oui, à ils s'en plusieurs fichent un dizaines de peu. millions, Ouais. ça va pas marcher. Donc ce que je leur disais, c'est en gros, voilà, j'ai tel problème, je pense que ton expérience peut me permettre d'y répondre. Ce que je te propose, c'est de prendre un quart d'heure pour me répondre et je verserai 300 ou 400 € à l'association de ton choix.
Et donc comme ça, lui dit bon ok, un quart d'heure, j'aide un entrepreneur chouette, ça me valorise dans ma capacité à la fois à aider quelqu'un et en même temps à faire une action charitable parce qu'il va donner 400 balles à un truc. Et après je le fais vraiment, tu vois, je fais un don à l'association qu'il a choisi, je lui envoie le truc et parce que lui, si tu veux, le payer pour son temps, même je lui proposerais 2000 balles pour l'heure de son temps, il s'en foutrait quoi. Ouais, bien sûr. Là, je te parle pour des gens qui ont des Oui, qui ont qui sont dans les sphères. ouais, qui ont en tout cas un patrimoine de quelques dizaines ou quelques centaines de millions d'euros. Ouais. Mais parfois, donc je me dis que, tu vois, c'est pile eux la bonne. Enfin, tu Ouais, vois, ils auront la réponse. pour plein d'autres sujets, c'est pas forcément les personnes les plus riches qui ont la bonne réponse, tu vois. Mais Bien pour sûr. certains sujets, ben, je me dis, voilà, c'est lui qui a la réponse. Déverrouiller quelque Voilà. chose. Bah, et donc souvent, tu vois, avec cette démarche-là, par contre, faut que le mail, le message soit super sharp, tu vois. Ah bah oui. Vraiment, faut comprendre que, d'ailleurs, un autre conseil, tu vois, mais tu vois, parfois les gens, ils font des tonnes, encore plus avec ChatGPT, justement. Si tu fais écrire ton mail par Ah non, ChatGPT, ouais, non. il Faut te oublier ça. rajoute Plein de un lignes. emballage, etc., du vernis dans tous les sens. Mais, Personne lit ça. mais Personne non, répond, c'est hein. casse-couille, etc. En fait, ça me fait penser au traiteur. Pardon, parce que Loïc, elle a été traiteur, mais Il y c'est a pas. traiteur et traiteur, hein. Oui, voilà, c'est pas du tout le même genre de traiteur. Les traiteurs de mariage, je vais plutôt le dire comme ça. Traiteur de mariage, tu payes ça une blinde. Ça te coûte, allez, 80 € par tête, un truc comme ça. Et les trucs, c'est de la décoration. C'est-à-dire que c'est très beau, mais en termes de goût, c'est très moyen. En termes de nutrition, c'est absolument Alors qu'à ton abominable. mariage, on a mangé des grosses pièces de viande. Ouais, bah oui, à mon Voilà. mariage, c'est trop bien. On a mangé des grosses côtes de bœuf au Au barbecue. brasero, etc. Mais voilà, mais donc sinon, tu vois, c'est vraiment juste de la décoration. C'est mauvais nutritionnellement, c'est pas très bon en termes de C'est goût, cher. c'est très très cher. T'as aucun, enfin, t'as limite encore, enfin voilà. Et pourtant, tu payes ça À une quand le blinde, tu vois. service traiteur Et féroce? donc voilà, donc si vous écrivez à quelqu'un dont le temps est précieux, s'il vous plaît, Ouais, directo. allez à l'essentiel, quoi. Mmh. Ça sert à rien de lui brosser le truc, etc. Montrez quand même que vous vous intéressez à lui, enfin, vous savez pourquoi vous lui écrivez, et puis arrivez à la raison pour laquelle vous les Ouais, écrivez, bien quoi. sûr, bien sûr. Très bon conseil. Bon, mon David, on arrive à la fin de cet entretien, mais Déjà? j'ai pas mal de questions encore en rab et je te propose de le faire en version rapid fire. Ouh là, Tu dur vois, pour moi. comme on les aime. Ouais, c'est exactement fait pour toi. Mais rapid fire, mais tu as quand même le droit d'expliciter ta réponse, hein, il y a pas de problème. Non, je vais essayer de faire concis. Ça va être un exercice. Ça va être un exercice. Justement, tu vois, je viens de conseiller en plus de faire des mails Ah ouais, c'est sharp. ça. Bah voilà, Alors je vais être sharp. on va être sharp. Imagine, quel athlète tu aimerais que Féroce sponsorise, par exemple, aux Jeux olympiques? Tu aimerais l'athlète de tes rêves qui aurait la sponsor Féroce sur le torse? Je suis désolé, je vais faire l'anguille, mais Tu n'as pas. non, c'est pas ça. C'est que justement, je te disais que pour moi, construire une marque, c'est construire une personnalité. Et j'ai pas envie qu'on soit associé à un sport particulier, ni même au sport de façon générale. C'est pour ça que pour moi, c'est important de sponsoriser, qu'on ait plusieurs ambassadeurs dans plein de sports, disciplines différentes, parce que ça montre que Féroce, c'est une marque pour tout le monde et pas que pour des gens qui font d'Aerox, des gens qui font du Bien sûr. trail ou telle typologie de clients. De la même façon qu'on a fait une vidéo, cette fameuse vidéo où je partage mon entrecôte avec mes filles dans la montagne, parce que Féroce, c'est aussi pour les familles. À Noël, on a fait une opération magie où Nicolas, il Trop montre rigolo, des ça. tours de magie pour permettre aux gens d'apprendre des tours de magie, parce que c'est aussi pour les artistes. Et voilà, donc non, j'aurais pas envie qu'on en sponsorise qu'un seul. Non, pas qu'un seul, mais si tu avais un athlète que tu aimes beaucoup dans ta tête comme Ok, ça. bah, j'aime bien Mike Horn. Ok. Ouais, Mike Horn, J'ai l'athlète des cimes. J'ai adoré ses livres, j'ai adoré cette exploration, ce côté, justement, tu vois, adaptabilité. Tu Ah peux bah, rien bien sûr. prévoir et tu dois faire face à l'environnement et j'ai l'impression que, justement, c'est quand tu es face à cette variabilité que tu peux rien prévoir, Mmh. que tu vas trouver au fond de toi, des ressources dont tu avais même pas conscience. Ah bah, bien sûr, ces livres transpirent. Physique et intellectuel Ah mais aussi, de la clairement. conscience, etc., tu vois? Mental. Ouais, bien sûr. On fera un reel de ce passage-là et on taguera le grand Mike. Tu as le choix de redémarrer Limitless Podcast. Quel premier invité tu prends? Toi. Ah, touche en plein cœur à chaque fois, salaud. Merci mon frère. Comment tu t'entraînes en ce Toi, moment? d'ailleurs, si tu veux que je dise juste une phrase de pourquoi, heu, tu Pas besoin, hein. tu la personne que en fait, tu as la capacité d'avoir cette double vision, à la fois de la science et de la sagesse philosophique, et de faire des ponts et des liens entre plusieurs domaines de compétences comme la physiologie, la physique,
la spiritualité, le sport, l'hormèse, etc. Et cette vision systémique d'ensemble donne une vision et un cadre tellement plus riche au vivant que, tu vois, Limitless, c'est quand même un podcast qui s'intéresse aux déterminants de la performance humaine, du potentiel humain. Ben, ce potentiel humain, il ne peut trouver son essence et ses racines que dans un cadre plus large. Et je pense que tu aurais été la personne parfaite pour donner naissance à ce cadre d'ensemble qui est beaucoup plus puissant que cette espèce de réductionnisme de dire tiens, tel complément alimentaire est le plus efficace, quoi. Bon David, merci beaucoup pour cette réponse. L'honneur que tu me fais avec cette réponse. Merci beaucoup. Je te renvoie évidemment tous les compliments. Féroce ou Limitless? Féroce. Limitless, c'est au Sans service réfléchir. Limitless, c'est au service de Féroce. Ok. Vous avez projet d'autres enfants? Non. Non, je suis très, très épanoui avec mes 2 filles, je trouve ça merveilleux et d'un autre côté, je suis content, tu vois, quand elles commencent à grandir, elles atteignent un certain stade, ce qui nous permet de faire aussi plus d'activités, qui nécessitent qu'elles soient plus grandes et donc j'aurais pas envie de me relancer dans cette, première phase, même si c'est génial quand c'est tes premiers enfants, tu vois? Mais dans cette phase des 3 premières années qui sont incroyables, hein, mais Oui, bien sûr. voilà, pour arriver au moment où maintenant on peut, faire des jeux de société ensemble, faire des randonnées en montagne, ou une soirée Disney parce que de temps en temps, ça fait du bien quand même de regarder à la C'est télé clair. et en plus, moi, je les ai pas regardés quand j'étais petit donc de temps Trop en temps, bien. on se fait, la dernière fois, on a regardé Yakari, par exemple. C'est super chouette, Trop bien. L'entrepreneur qui t'inspire le plus? pouah! Oui, il y en a beaucoup. Non, non, il y en a pas tant que ça. Non, en fait, bizarrement, j'observe beaucoup j'aime bien analyser de temps en temps des boîtes, la façon dont elles communiquent et cetera. Donc il y a des choses, des parties et cetera. Sur le moment, paf, je me dis: «Tiens, c'est pas mal». Mmh. Mais j'ai pas été très inspiré par aucun entrepreneur. Il y a Une marque peut-être alors? Une entreprise? Pas plus. peut-être, Veja. Alors c'est marrant, Ouais? je suis pas du tout client de Je suis leur passé tout à basket et l'heure à la cetera. boutique. D'accord, Je OK. suis pas du tout client de leurs trucs et tout, Mmh. mais pour le coup, j'ai déjà écouté, les fondateurs, dans des podcasts, et cetera et j'aime beaucoup leur vision de la façon dont ils ont développé leur marque. Futur invité sur ton podcast peut-être? Ouais, Désert ou jungle? jungle, Foie de volaille ou riz de veau? riz de veau. Ah, on est biaisé parce qu'on en a mangé midi. Ouais, ils étaient tellement incroyables. Non Donc on va le dire quand même, c'est les enfants du marché, hein, pour le restaurant à Paris. Allez aux enfants du marché. Le truc, c'est que, les foies de volaille, j'en mange beaucoup plus facilement, Ouais. donc c'est beaucoup Ouais. moins rare. Tandis Et que les ouais. riz de veau, c'est rare parce que j'en trouve pas, que dans les restaurants, c'est rare d'en avoir, que ça coûte une blinde en plus. C'est Donc vrai. j'en mange beaucoup moins souvent, ce qui rend forcément un caractère plus exceptionnel. C'est vrai. Kettlebell ou trail? Trail. Trail parce que pour moi, c'est plus que du sport, tu vois? J'en Ouais. parlais tout à l'heure, tu me demandais, quelles questions je me pose à moi-même. J'ai l'impression que le trail, outre le fait de m'aider à avoir une vision plus claire des choses, de prendre de meilleures décisions, il diminue le seuil laminaire de mon cerveau analytique pour laisser plus de place à mon cerveau limbique et donc il me donne une vision plus claire de qui je suis, ce à quoi je veux consacrer mon énergie et mon temps, Mmh. qui sont les personnes que j'aime et qui sont importantes pour moi et c'est comme si ça renouvelait aussi l'amour que j'ai, pour elles, c'est aussi un outil de développement personnel extrêmement puissant pour moi. Ouais, bien sûr. On focalise tout le temps sur la marche et les 10 000 pas qu'il faut faire, les 12 000 pas, et cetera. Mais là, il y a un truc dans la marche, c'est que c'est un truc complètement global qui t'embarque aussi l'esprit. Mmh. C'est aussi ça, les bénéfices de la marche. Et pour terminer, tes 3 podcasts préférés? Mes 3 podcasts préférés, alors je vais citer Génération Do It Yourself, parce que malgré tout, je disais que je suis pas inspiré par un entrepreneur en particulier, mais l'entrepreneuriat de façon générale m'inspire Ouais. et puis, Mathieu, ça a été un des premiers podcasts, probablement le premier podcast que j'ai écouté, découvert et donc qui m'a donné envie, de faire le mien et Limitless pour moi, ça a été, un catalyseur de toute ma transformation personnelle, beaucoup plus que le podcast en lui-même. Mmh. Ça m'a transformé, moi, parce que ça m'a offert un terreau de réflexion hyper riche, mené à vivre des expériences, que j'aurais jamais faites sans ça et de rencontrer des gens qui aujourd'hui sont devenus mes meilleurs amis. Donc en deuxième podcast, je dis à Limitless Project, pas parce que mon podcast en lui-même Ouais. m'a inspiré, mais pour tout ce Des qu'il a mis en conversations, branle, ça, ouais. pour tout ce qu'il a mis en branle, voilà et puis, voilà, après j'en ai pas spécialement de 3e. Après les autres, je vais en écouter de façon, disparate.
selon les sujets du moment qui m'intéressent ou les personnes qui ont été interviewées dessus. J'écoute quand même beaucoup de podcasts, mais peut-être de façon, enfin, ils ont pas eu une place aussi déterminante, on va dire, dans mon chemin de vie. Ouais. Merci mon T'as frère. arrêté mes podcasts de l'antifragilité d'ailleurs? Non, ça tourne. C'est vrai? Ouais, ça tourne. Eh ben, tu sais que comme t'as arrêté d'en publier pendant un certain temps, je suis plus. Mais non, il faut te réabonner. Parce Non, que non, si, je j'ai suis pas abonné. arrêté. Non, non. Je suis toujours abonné, mais je les reçois plus dans mon flux de Ah, bah alors ça. notification parce qu'à mon avis, tu t'en as plus publié pendant un certain temps. Mais non, je t'assure que non. Ça a augmenté. Maintenant, c'est toutes les semaines. Pendant longtemps, c'était une fois toutes les 2 semaines. Ok. Bah, pourtant, Je te renverrai. Ouais, c'est je gentil. l'ai écouté au début, C'est j'aimais gentil. beaucoup et pourtant j'y suis abonné et donc je suis Apple Podcast Ouais. me les Ah, notifie. peut-être qu'il faut que je vérifie les liens de. Ouais, peut-être. Je regarderai. Ok, bon. Peut-être. Voilà. Merci Pierre Mon pour cette frère, invitation. merci beaucoup. C'était trop bien. Et t'es de retour, évidemment, pour un prochain épisode quand tu veux. Eh ben, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd parce que tu sais que j'ai beaucoup de choses à dire. Oh là oui. Mais de toute façon, avec les perspectives et les trajectoires que tu nous offres, on va avoir beaucoup de choses à raconter les prochaines années. Ça, j'en suis sûr. J'en suis certain. Merci mon Pierre, Merci je beaucoup. t'embrasse. Merci.